Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 427 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est les bilans 2025, cette fois-ci pour le Jazz. Bilan du Utah Jazz 2025, aujourd'hui avec Azad du NBA Dreamcast Show, bien entendu. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan 2025, bilan équipe par équipe. Aujourd'hui, le Utah Jazz. Et pour parler du Jazz, nous n'avons pas pris Miles Davis, mais tout de même, nous avons pris une trompette. C'est Azad. Comment vas-tu, Azad? Voilà, c'est la vraie intro, celle-là, on la garde. C'est la vraie intro, celle-là, on la garde. Je te dis pas si c'est une blague, on coupe. Ça marche. Écoute, tout va très bien. Très content d'être là pour parler de mon équipe préférée. J'hésitais avec, c'est le Ray Charles du Basket Lab, et il ne voit pas les matchs, mais il en parle. Mais je me suis dit, non, c'est peut-être un peu... Bon, comment ça va, Azad? Écoute, ça va. Ça va depuis hier, vu qu'on s'est parlé hier, mais je sais pas quand cet épisode va sortir. Mais tout va aussi bien que hier, et j'espère que tout ira aussi bien demain. C'est marrant comme on fait quand même beaucoup de podcasts et t'as toujours pas appris qu'il faut jamais essayer de me donner des marqueurs temporels vis-à-vis des publications. Non mais tu viens, en fait, je suis désolé de l'introduction, mais comme tu viens fréquemment et à chaque fois qu'il faut que je trouve une introduction nouvelle, tu vois. Donc c'est pas simple, mine de rien. Alors Azad du NBA Dreamcast Show, évidemment, que vous connaissez, de Marie-Claire, il donne aussi des conférences sur des salons de l'architecture, il parle des Celtics là-bas, un peu partout, bref. Pourquoi le Jazz, Azad? C'est toi qui as voulu encore choisir le Jazz, une 3e année consécutive. Je pense que des équipes pas bonnes, c'est une de celles que je regarde le plus, ou que j'ai le plus regardé, qui est quand même intéressante du fait du coaching et de certains prospects. Et justement, l'année dernière, j'avais bien aimé pas mal de joueurs. Et cette année, il y a eu des nouveaux joueurs qui ont été draftés ou qui ont plus été intégrés à la rotation, qui sont aussi intéressants à discuter. Et c'est une équipe qui me plaît bien à analyser et à regarder. Donc ouais. C'était, voilà. Puis de toute façon, personne n'allait se battre pour la prendre. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qu'on aime bien tous les deux depuis 2-3 ans, mais je crois que c'est la 3e année consécutive que tu fais le Jazz niveau bilan. Ouais. Mais est-ce qu'à la base il y avait peut-être un peu un côté, t'as regardé le Jazz par curiosité parce qu'il y avait Will Hardy à l'époque qui était l'ancien assistant offensif des Celtics qui était parti là-bas, qui a fait qu'on a jeté un œil plus qu'un autre à ce Jazz. Donc les bilans 2025, vous connaissez le format, on fait un bilan équipe par équipe et on le fait à travers notre format des 10 stats de la saison, donc 5 pour toi, 5 pour moi, ça fait 10 au total. Merci les mathématiques, des stats qui en soi sont intéressantes, sinon des stats qui servent un peu de prétexte pour aborder plein de petits sujets pêle-mêle. Vous connaissez un peu la rengaine, toi tu la connais très bien puisque tu fais à peu près 25 bilans sur 30 chaque année. Donc je peux te lancer sans plus tarder. Parlons du Jazz, bilan 2025. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour ce Jazz 2025? Je vais parler un petit peu de stats collectives vu que t'aimes bien qu'on commence un peu par là. Et c'est 1,25. C'est l'efficacité du Jazz sur les transitions après interception. Et c'est, entre guillemets, assez décevant. Parce que 1,25, c'est bien en dessous de la moyenne sur ces types d'actions. La moyenne se situe à peu près à 1,40. Donc normalement, c'est des situations très efficaces. Et cette année, ils l'ont beaucoup moins été. Et en fait, je trouve que c'est assez parlant sur un petit peu les joueurs qui ont été testés aussi comme, disons, un petit peu pour propulser la transition. Et en fait, je trouve que l'attaque cette année a été, entre guillemets, encore moins bonne que l'année dernière. Et j'ai été un petit peu déçu, en fait, cette année. Mais d'un autre côté, je pense qu'on est allé encore plus loin dans l'aspect laboratoire. Et je pense que certains joueurs dont on va parler un peu après justifieront un petit peu aussi cette attaque qui a été moins bonne. Il y a aussi eu des transferts qui justifie ça. Je pense que le départ de Kelly Olynyk, le fait qu'il y a eu moins aussi un gros rôle de Colin Sexton, moins de minutes, et de plus en plus d'Isaiah Collier aussi, on parlera après, a fait que l'attaque a été encore plus mauvaise, et que ce soit sur demi-terrain ou sur transition,
Et c'est un peu ça, moi, qui m'a un peu frappé, c'est que voilà, j'étais souvent un peu enthousiaste à l'idée de regarder le jazz. Et cette année, bah, j'ai vu un peu moins de jeux collectifs. Et j'ai vu un peu plus des tests de joueurs un petit peu en isolation, sur drive et des choses comme ça. Et j'ai été quelque peu déçu de l'attaque collective du jazz. Et je trouve que cette stade de transition, qui même en transition, ça se passe pas bien collectivement, et ben voilà, c'était un peu le premier point sur lequel je voulais aller. Donc c'était quoi? C'était 1,25 des points par possession de transition offensive, c'est ça? Après interception, ouais. Après interception. Donc il y a les contre-attaques après interception ou alors après un rebond défensif, évidemment. Deux manières de se projeter, en tout cas deux catégorisations sur Clearing the Glass. Il y a aussi les transitions à la Pacers, on pourra l'appeler comme ça désormais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire même après un panier encaissé, t'accélères le jeu. Mais bref, non, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc c'est 29e sur 30, en effet. Et de l'autre côté, tu dis, ah ouais, mais quand même, en termes de fréquence de contre-attaque post-interception, c'est cool. Ils se projettent très vite. Bon, le problème, c'est qu'ils font très très peu d'interceptions. Ils sont 30e sur 30. Donc voilà. Non, mais tu sais, ça rejoint un peu, on en avait parlé depuis 2-3 ans, ce côté où c'est une équipe de jeunes, mais une vraie fausse équipe de jeunes dans ce sens. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, c'est une bonne attaque, c'était une bonne attaque, on va en parler. Il y a ce côté schématique, etc. Et en plus, c'était jeune, ça court en transition. Et en fait, non. Pour le coup, ça fait quand même 3 ans depuis, enfin, même plus que ça, mais depuis que Willardy est là et depuis qu'on a cet effectif de jeunes, où a priori on se dit, bon, bah, eux, ils courent, les jeunes, c'est comme ça qu'ils vont chercher des points faciles. En fait, non, ils sont 23e, 21e en termes de fréquence de contre-attaque au global. Et pareil, l'efficacité est assez moyenne. Donc c'est vrai que l'image est peut-être un peu en décalé par rapport à ça, du stéréotype, on va dire, des jeunes qui courent assez clairement. Et puis d'ailleurs, pour compléter de l'autre côté, par contre, là, ils sont totalement dans le stéréotype de l'équipe de jeunes sur la contre-attaque défensive, hein, puisqu'on peut... ils sont 30e en fréquence de transition, fréquence de contre-attaque qui sont autorisées à l'adversaire, 30e en 2023, 2024 et 2025, donc cette année encore. Donc voilà, là-dessus, on est en plein dans la norme, hein, dans le stéréotype des jeunes qui refont pas le repli défensif, voilà. Mais effectivement, et d'ailleurs, si tu me permets, je peux enchaîner, puisque c'était un peu lié ma première stat du jour, comme ça on peut étendre le sujet. Moi, c'était 3. 3, c'est le nombre de saisons de tanking depuis de ce cycle. Et ça, je voulais en parler. Beaucoup. Ben exactement. Et c'est non pas que ce soit une anomalie de tanker pendant 3 ans ou quoi que ce soit. C'est voilà, l'anomalie, c'est OK ici, pardon. L'anomalie, c'est le Thunder parce que ils ont récupéré dans le tanking un SGA qui est devenu très vite une superstar. Mais bref. Mais non, mais c'est vrai que voilà, ça fait 3 ans depuis les trades de Mitchell et de Gobert en 2022. Le Jazz était encore une équipe d'élite, hein, très 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 clairement. Ils se font sortir par Dallas, mais c'est encore une équipe d'élite, candidat au titre ou pas loin. Et je trouve que dans le processus, c'est très bien. C'est-à-dire que je trouve ça génial de commencer un nouveau cycle de reconstruction. Mais de le commencer quand t'es encore bon, en fait. Et quand, voilà, tu vois, s'ils avaient attendu que Gobert et Mitchell soient un peu plus vieux, un peu en déclin, donc où tu te serais dit, ah mince, ils commencent à être pas bons, bon, bah, peut-être qu'il faudrait tourner la page, allez, on les échange, mais c'est déjà trop tard. Donc t'aurais pas eu du tout autant de retours, t'aurais pas eu autant de pics, t'aurais pas eu autant d'assets en retour. Donc, dans la réflexion et dans le process de faire éclater une bonne équipe, mais qui est peut-être un peu limitée et qui avait aussi des problèmes de vestiaire, mais de faire un peu éclater une équipe un peu trop tôt, il vaut mieux le faire un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Et tu vois, dans ce qu'ils ont eu en retour, c'était très bon. En termes de pic, déjà, sur Mitchell, le pic 25, 26, enfin, ça peut être des pics ou des swaps, hein, mais bref, 25, 26, 27, 28, 29. Le 25, malheureusement, est parti à Phoenix. Cette année, ils l'ont échangé. Bon, bref, mais tu vois, il leur reste encore 26, 27, 28, 29 qui ne sont pas encore tombés. Donc, ça, c'est du bonus qui va encore arriver. Ça n'a pas participé pour l'instant, mais ça va arriver. Dans le trade de Gobert, pareil. 23, ça, c'était Keyonte George. Donc, c'est très bien. 25, Will Riley, cette année. 26, 27 et 29. Donc, tu vois, il y a une majorité des assets, notamment de pics, qui ne sont pas encore tombés. Et par ailleurs, ils ont aussi récupéré du Walker Kessler, qui, on va en parler, est un très bon pivot, à mon avis. Lauri Markkanen, on va en parler aussi, à mon avis, mais que tu vas pouvoir peut-être échanger et qui a fait une saison All-Star chez toi. Colin Sexton, je pense que tu nous en parleras, bien entendu. Mais en fait, j'en parle aussi pour dire que j'avais un autre chiffre, en fait, c'est 0. Et pour moi, c'est le nombre de joueurs calibre franchise player ou calibre go-to-guy
potentiel, on va dire, potentiel un peu évident de All-NBA. Ou voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Hein. Tu peux devenir All-NBA ou un joueur go-to-guy. Tu peux exploser dans ce rôle-là à partir de rien ou de beaucoup plus bas, de type Giannis, de type Butler qui était 30e pick carrément. D'accord, mais en termes de talent qui très jeune et de catégorie, voilà, les mecs qui sont top 5 de draft, hein, grosso modo, en fait, pour l'instant, j'en vois aucun dans cet effectif qui, de manière totalement évidente, a un peu ce côté, je sais pas moi, si on prend les récents, qui est-ce que Paolo Banchero, Victor Wembanyama, des mecs comme ça, quoi. Et le chiffre, c'est 0 parce qu'après 3 ans de tanking, ils ont personne. Et je sais pas si tu vois pourquoi j'en parle, mais c'est parce qu'en fait, je me demande s'ils ont pas été un peu trop bons, Utah. Et que nous, on s'est régalé. On s'est régalé depuis 3 ans en disant ouais, attendez, pour une équipe de tanking, ça joue hyper bien, le fond de jeu, il est très bon, et même le niveau de jeu était pas mal. Le niveau de jeu était quand même pas mal en termes de net rating, en termes d'attaque, c'est l'attaque qui portait un peu ça. Mais bref, tu vois, au bout de 3 ans de tanking, leur propre pick, ça a été 9e, 10e et cette année 5e. Mais tu vois, 9e et 10e, donc Tyler Hendricks et Cody Williams, 9e et 10e, c'est pas des pics où tu as une forte proba de trouver un, entre guillemets, futur go-to-guy. C'est plutôt dans le top 3, top 5. Donc en fait, je te pose la question. Ça a été cool et c'était très bien d'avoir une équipe sympathique et même assez compétente. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas un peu tiré une balle dans le pied au final quand on fait un peu le bilan 3 ans après? Je pense que tu as raison. Et je pense que la différence entre cette année et les 2 années d'avant, c'est que cette année, ils ont vraiment tanké pour le coup. Et j'ai trouvé que, et dans l'exécution et dans la gestion de l'effectif, il y avait une vraie détermination à vouloir enterrer l'équipe le plus loin possible, ce qui leur a sûrement permis d'avoir le 5e choix et pas de rester autour des 8-9e choix. Et j'ai une stat qui correspond un peu à ça, si tu veux. Vas-y. On a parlé, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière en termes de line-up? J'ai parlé des line-up pour une équipe, les Wizards. Et on avait dit, ouais, les Wizards, très bizarre, ils ont que deux line-up avec plus de 200 possessions. Mais là, j'ai une stat encore plus flippante pour Utah. Ils ont que 3 line-up avec plus de 100 possessions. Ça veut dire qu'ils ont que 3 line-up sur cleaning de glace qui ressortent comme même assez, entre guillemets, l'échantillon assez large pour juste dire quelque chose dessus, pour les mettre en couleur. Le reste, c'est que du noir et blanc. Ça veut dire que ça appartient à du rien, entre guillemets. Il n'y a même pas assez d'échantillons pour que ce soit jugé par le site de Cleaning the Glass en mode c'est bien ou c'est pas bien. En dessous d'une certaine limite, ils disent non, en fait, il n'y a pas assez, quoi. Et il n'y en a que 3 qui passent du coup cette marque-là, alors que normalement, c'est une marque, enfin, sans possession, comme tu disais dans celui des Wizards, sans possession, c'est un match. Ça veut dire qu'il n'y a que 3 line-up qui ont joué l'équivalent d'un match ensemble sur 82 matchs de la saison. Ouais. Et sinon, le reste, c'est éclaté dans tous les sens, mais parce que t'as des tests de partout, quoi. T'as des tests de joueurs, t'as des tests de line-up, tu vois, tu peux retrouver Filipowski comme 3e intérieur, comme seul intérieur, des choses un peu comme ça. Et d'ailleurs, bon, c'est drôle, mais donc, la line-up qui a le plus joué, elle a joué 400 possessions, elle a plus 9 de night rating. Voilà, ça me fait mourir de rire. Bon, après, ça montre bien que les petits échantillons ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Non, mais la stat, c'est le volume, quoi. C'est les possessions que tu veux dire. Mais rappelons aussi, on manipule pas ces stats tous les jours. En général, toutes les équipes NBA ont à peu près une équipe à 1000 possessions sur le line-up principal, on va dire. Et certaines peuvent aller gratter vers les 1500, 1600, quasiment 2000 pour les plus gros, vraiment un peu, voilà. Donc quand tu dis il y a que 3 line-up à 100 possessions, on est sur du ridicule. Mais en effet, je suis content que t'en parles parce que pour moi, c'est un peu ça. C'est totalement ça même. C'est-à-dire que et c'est pour ça que le bilan de cette année est totalement différent de ce qu'on a pu faire en 2023 ou 2024, où on arrivait très enthousiasmé. Oui, Will Hardy, le coaching est bien, le tactique est bien, et même les résultats sont bien, en fait. Ouais. Et je suis d'accord qu'en fait, cette année, enfin voilà, tu vois, si tu reprends un peu les drafts 23 et 24, en 2023, t'as le 9e pick, c'est mince, comment il s'appelle? C'est Tyler Hendricks. Bon, ben voilà, tu le payes aussi parce que tout le début de saison était très enthousiasmant. Souviens-toi, ils ont quasiment un bilan presque positif ou presque Noël, nul, neutre, on va dire, à Noël ou un truc comme ça. L'attaque marche très bien. Bon, ok, tu t'es amusé pendant 2-3 mois et c'était cool pour une équipe de tanking, mais
est-ce qu'ils se sont pas dit au bout d'un moment, on a Hendricks en numéro 9, est-ce que juste si on avait tanké depuis le début, on n'aurait pas eu Amen Thompson en 4 ou un pic dans le top 3 ou voilà, ce genre de choses. Bon, sans parler de Wembanyama, mais pareil pour la draft 2024 du coup. Tu finis avec Cody Williams pic numéro 10 parce que encore une fois, première partie de saison qui était très bonne. Est-ce que tu n'aurais pas voulu avoir un pic numéro 3, numéro 4 et Stephen Castle par exemple, hein, je fais exprès d'exagérer mais c'est tout de même un peu l'idée quoi. Donc je pense que cette année, il y a clairement un truc où ils se sont dit bon ben allons-y à fond dans le tanking et on peut l'illustrer par d'autres façons, tu vois, cette année le net rating -9 alors que net rating en 2023 il était à peine à -1, c'est-à-dire que c'était quasiment une équipe qui était neutre en termes de différentiel attaque-défense, donc quasiment je vais pas dire une bonne équipe mais une équipe qui était pas du tout cata quoi. C'était une équipe de play-off à l'Est. Bah ouais, exactement. Bon, peut-être pas à ce point, mais une équipe de play-in, quoi. Équipe de play-in. -1 de différentiel, -1 par 100 possession, pardon, différentiel attaque-défense en 2023. 2024, -5. C'est pas bon, évidemment, mais c'est pas cata. Et là, voilà, comme tu dis, on a enclenché la cinquième. -9 par 100 possession, c'est le 4e pire de NBA. Et là, c'est que le différentiel attaque-défense. Mais clairement, il y a 17 victoires sur la saison. C'était le pire bilan de NBA en termes de nombre de victoires et de défaites. 17 victoires à peine. Et ils finissent qu'avec le 5e pick. Là, bon, déjà, on peut apporter la nuance de peut-être que la star, elle est là. Moi, je pense pas vis-à-vis du profil, mais d'accord. Est-ce qu'on ouvre une conversation sur la loterie qui ne donne plus les meilleurs jeunes aux pires équipes ? Non, mais je pense que, bon, moi je comprends le tanking, etc., mais tu te retrouves avec une équipe qui a tanké pendant 3 ans, alors pas tanké à fond, on vient de le dire, mais t'as le pire bilan de NBA, tu finis avec le 5e pick, dans une draft qui est très bonne, mais en plus tu te retrouves avec Ace Bailey qui est pas le prototype du... J'avais oublié qu'ils avaient pris Ace Bailey, oh non. Non, mais je comprends le tanking, je comprends. Mais c'est peut-être un peu dérangeant. Ça détruit un peu l'esprit même de la draft, je trouve, de voilà, le pire bilan de NBA. T'as que le 5e pick, c'est un peu dommage, mais bon, c'est une conversation pour un autre jour. Mais voilà, en tout cas, on peut attaquer ce bilan 2024 en disant, ça fait 3 ans qu'il tank. Ouais. On s'est amusé avec des joueurs limités que Willardy a sublimés. Mais 3 ans plus tard, on est avec 0 joueur de calibre go-to-guy drafté, et c'est peut-être parce que justement ils ont été un peu trop bons, quoi, malheureusement, entre guillemets. Ouais, et tu te retrouves même pas avec un créateur secondaire d'une bonne équipe non plus. T'as que des finisseurs ou des créateurs avec beaucoup de défauts, quoi. T'as pas un Stephen Castle, t'as pas, je sais pas moi, la version de Jalen Williams de 2023 par exemple, ou là c'est vrai que si on te dit bon, à partir de là, à partir de ce que tu as accumulé, qui va être le go-to-guy d'ici de 3 à 4, 5 ans, j'arrive pas à le voir, quoi. Et j'insiste parce que c'est la pierre non seulement la plus importante, mais aussi la plus rare à trouver. Le go-to-guy, le franchise player, hein, quand tu peux construire une bonne équipe avec une bonne profondeur, bonne défense, supporting cast, si t'as pas la star, bon, bah, tu fais un premier tour et puis c'est ciao, quoi. Les exemples sont légion. Mais c'est aussi l'élément donc le plus important, mais aussi le plus rare. Et donc, en général, tu le trouves par la draft. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu limité. Donc un peu dommage, ces 3 ans de tanking. Après, c'est pas inquiétant s'ils en font 5 ou 6, mais tu vois, en termes de business, hein, ok, on aplatit les chances à la loterie pour empêcher le tanking. Au final, tu donnes pas les meilleurs joueurs aux pires équipes. Est-ce que d'un point de vue business, c'est mieux de voir le Jazz tanker pendant 7 ans plutôt que 3 pour avoir un go-to-guy ? Je me demande si d'un point de vue business, c'est pas encore pire, tu vois. Mais bon, c'est une autre conversation. Très bien. Quelle est donc la deuxième stat du jour à nous présenter pour ce Jazz 2025 ? Alors, j'hésitais entre plusieurs. Est-ce qu'on reste sur du collectif ou pas ? Mais je pense que le collectif, on l'a un peu enterré. Donc, je vais plutôt aller sur, entre guillemets, du positif. Et je vais parler, du coup... je vais dire déjà la stat, du coup, c'est 10,5. Ouais. Qui est le assist percentage de John Collins. Et... si je parle de John Collins, j'aurais pu prendre une autre stat, par exemple, qui aurait été aussi 71, qui est le pourcentage de ses paniers assistés. Et il n'a jamais été aussi peu assisté en carrière. Par contre, il est toujours aussi efficace qu'avant. C'est un joueur qui est
qui a toujours été très efficace en carrière parce que c'est un rim runner. C'est un mec qui saute, qui attrape et qui claque. Et il a été très efficace à côté de Trae Young pendant pas mal d'années. Et ensuite, il a été transféré à Utah. Et déjà, l'année dernière, c'était le joueur le plus efficace à la finition du pick and roll et pick and pop, du coup, sur de la ligue. Et il me dit, c'est assez marrant, en vrai, que le joueur le plus efficace sur un play type, ce soit un joueur, entre guillemets, du jazz. Du jazz, quoi. Et t'as un peu ce truc-là mais en fait, secrètement, est-ce que John Collins n'est pas en train de devenir un joueur de basket? Est-ce que secrètement, les Clippers n'ont pas fait un super coup? Et en gros, son jeu s'est un petit peu diversifié. Je trouve que le pick and pop, entre guillemets, il continue à l'utiliser et il a fait une saison à 37% l'année dernière et à 40% cette année. Le rim running est toujours autant de qualité, même si du coup, peut-être à 28 ans, il perd un peu en explosivité, mais il a gagné en lecture. Et en plus, ce qui a été ajouté à son jeu parce qu'il joue avec le Jazz, c'est le passing. Alors attention, on parle pas, ils ont pas transformé John Collins en Kelly Olynyk pour le coup, il a un peu pris le rôle dans certains types d'actions de Kelly Olynyk, c'est-à-dire qu'il est en hub offensif depuis un petit peu le point haut à 45 degrés derrière la ligne à 3 points, et il peut opérer un peu d'ici. C'est assez intéressant parce que vu qu'il a un peu de ballon, il peut quand même driver s'il est pas respecté ou shooter à 3 points, mais il peut aussi passer. Il y a un petit peu de short roll, il y a un peu ce truc-là qui est pas encore hyper développé, mais qui l'est plus que quand il était à Atlanta. Et je me dis, en fait, c'est devenu plus que juste un finisseur. En tout cas, un peu plus que juste un finisseur. Et ça en fait, du coup, un profil assez intéressant pour une équipe, du coup, des Clippers qui allaient le chercher. Et en gros, les Clippers, c'est marrant parce que ils avaient Norman Powell qui est un finisseur extérieur. Ils l'ont remplacé par John Collins qui est plus un finisseur intérieur. Mais ils sont aussi allés chercher Bradley Beal. Et j'ai bien aimé, du coup, la diversification que ça apporte un petit peu à leur roster. Et voilà, je voulais mettre un petit peu un mot sur John Collins qui a passé 2 saisons au Jazz dans l'anonymat parce que personne regarde le Jazz. Mais en fait, il a passé 2 déjà très bonnes saisons en termes de pure stats. Et en plus, son jeu a un petit peu évolué dans le bon sens du terme, en tout cas, selon moi. Et c'est marrant que tu le formules de cette manière en disant ça devient un joueur de basket. Je trouve que c'est un peu une vision pessimiste pour le coup, mais je peux comprendre. Mais pour moi, tout ce que tu racontes là, le côté rollman et tout, pour moi, c'était déjà là un peu depuis le début. Voilà, c'est pas pour rien. Moi, j'étais pas fan dans un gros rôle, gros salaire, etc. à Atlanta, mais il est quand même de certaines forces. La finition au panier, le pick and roll avec Trae Young, etc. Même un peu de shoot, pour le coup. Ouais. Mais c'est juste que dans un rôle majeur, tu payais quand même beaucoup trop le malus défensif. Le malus défensif, il est pas très bon en défense. C'est pas un big défensivement. Mais forcément, si tu le mets dans un rôle à 35 minutes par match, le malus est démultiplié plutôt que sur un rôle mineur, comme ce sera peut-être le cas aux Clippers. Et je sais que tu m'écoutais pas à l'époque de l'écho des parquets. Toi, tu me méprisais à cette époque. Mais non, mais c'est un débat qu'on avait beaucoup. Enfin, en tout cas, on avait beaucoup parlé de lui à l'époque en 2017, 18, etc. Et moi, une de mes takes, c'était en fait, je rêverais d'en faire limite défensivement plutôt un poste 3 plus qu'un intérieur, parce qu'en fait il est assez petit, il est assez mobile, et je pense qu'il y a un truc là-dessus qui est intéressant. C'était aussi le dilemme du joueur, c'est-à-dire qu'en attaque il a besoin d'être le poseur d'écran, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un pivot qui shoot à côté, et tu peux avoir un vrai pivot normal, et comme ça il y a le spacing pour que lui puisse rouler au panier. Et en défense par contre il peut pas jouer le rôle de big, donc il faut plutôt qu'il soit extérieur et que quelqu'un puisse assurer la défense intérieure. Et c'était un peu le rêve à l'époque, en 2018, que j'avais. Bon, là, ça va être le cas aux Clippers avec Brook Lopez en plus, donc c'est que du bonus. Mais disons que c'était surtout le salaire, en fait, qui faisait que le joueur était moins intéressant, à mon avis. Le côté gros volume et gros salaire. Mais c'est ça qui a fait qu'il a été échangé et que personne n'est allé le chercher pendant 2 ans. Et d'ailleurs, avant que les Clippers vont aussi le chercher parce que c'est une configuration qui est un peu particulière. C'est-à-dire que, tu vois, je pense qu'en vrai, c'est John Collins qui est payé 26 millions l'année. Il est encore sur son gros contrat. Et Bradley Beal qui a 11. La vérité, c'est que c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire que, bon, c'est comme ça, donc on le prend. Mais on le prend parce qu'on peut avoir Bradley Beal pour pas cher. Mais sinon, si tu avais eu 26 millions à allouer ou 30 millions à allouer sur un salaire, tu aurais plutôt fait le choix d'un porteur de balle à la Bradley Beal ou Bradley Beal plutôt. Oui. Et John Collins à 10 millions plutôt, quoi. Donc je pense que la situation est un peu particulière. Mais en effet, je suis content de voir que le shoot se confirme un peu. Ce qui faisait
aussi partie de son profil à l'époque, qui était un peu une piste de... C'était pas sûr, mais on se disait, ah, il y a un peu de toucher. 80% lancé franc, je crois, de mémoire en carrière et même à l'époque de la fac. À la fac, c'était aussi un mec de post-up, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que son post-up de fac s'est transposé en NBA, mais pas sur post-up. C'était plutôt du footwork de finition autour du panier, quoi. Dans le pick and roll, tu donnes la balle et donc voilà, c'était un mec qui était assez coordonné sur ses finitions au panier quand il pouvait pas aller au alley-oop. Mais oui, une bonne saison un peu oubliée et lui, c'est peut-être un des mecs qui a aussi profité de ce système très Will Hardy, mouvement, cut, tir au panier, quoi. Ouais, totalement. Et puis en plus, bah, c'est un joueur qui a un peu de ballon pour sa taille, quoi. Donc c'est vrai que de pouvoir l'utiliser avec un ballon dans les mains, entre guillemets, pas seulement dans la raquette, bah, c'est quand même drôlement utile. Et il se positionne bien, il coupe. Il y a pas mal de cuts à 45 degrés chez le Jazz, entre guillemets, un peu une action en backdoor du pick and roll. Et lui se coordonne très bien quand c'est pas le poseur d'écran pour venir derrière le cut, pour couper à 45. Et de là, il peut repasser, il peut poser un dribble et aller un peu plus loin dans la raquette. Et c'est vrai que bah, c'est assez intéressant. Et moi, je le voyais un peu comme un poulet sans tête qui pouvait faire que rollman ou un pick and pop de mauvaise qualité. Bah, plus j'ai regardé le Jazz, surtout cette saison, c'était peut-être une des rares satisfactions, entre guillemets, quoi. Donc, j'avais envie de commencer par lui et du coup, bah, dire que voilà, s'ils sont allés chercher, entre guillemets, enfin, Norman Powell, qui était un très bon finisseur, mais du coup d'un autre style, je trouve que c'est marrant de l'avoir remplacé par lui, entre guillemets, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, permis parce que, bah, Bradley Beal propose une situation un peu unique aussi et du coup, t'as un coût d'opportunité qui est moindre, entre guillemets. Je pense que sinon, tu te débarrasses pas de Powell, parce que Powell, entre guillemets, c'est presque un finisseur parfait sur l'extérieur qui te coûte pas de ballon. Dès qu'il en a un, il est efficace. Bah, Collins te permet d'avoir ce rôle un peu de gunman, comme tu les appelles, mais plus à l'intérieur, avec peut-être un autre type de diversité. Mais du coup, bah, t'as la présence de Bradley Beal qui compense avec un shoot tout aussi qualitatif, avec une capacité de cut. Mais lui a le passing et peut porter la balle. Donc franchement, c'est pas mal. S'il fallait un peu être tatillon, on pourrait dire qu'il est un peu moins efficace au panier cette année. Ouais. Il commet aussi un peu plus de turnover, même pas mal plus de turnover comparé à d'habitude où justement il est très propre. Plus de création. Cela dit, je mets tout ça un peu entre guillemets, non pardon, enfin je nuance un peu parce que on l'a expliqué, le contexte du Jazz est un peu différent d'habitude, donc je pense pas qu'il faille prendre au pied de la lettre certaines stats. C'est un peu le thème de ce podcast d'ailleurs. On va plutôt parler des joueurs et de jeux que des stats en elles-mêmes, quoi. Mais d'ailleurs, si tu me permets, j'avais une stat un peu là-dessus. Qui est collective, mais vu qu'on parle de Collins et du panier, 16, c'est 16e, le Jazz est 16e en efficacité au panier. Un peu dans ce thème de Collins et sa finition au panier. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, surtout pour une équipe, comme dit, de tanking, et peut-être même l'équipe qui a le moins de talent pur de NBA, je pense, offensivement. Quoique il y a peut-être Washington, mais en tout cas, ils doivent être top 3, top 5 en termes de talent pur. Et pourtant, donc 16e efficacité au panier. Et là, je pense que c'est quand même pour rendre un peu hommage toujours à Will Hardy et ses systèmes et sa tactique. Nous, on répète des jolis mots, des superlatifs à l'audio, mais il n'y a pas les images évidemment, mais vous pouvez aller voir des images si ça vous intéresse. Nous, on ne peut que citer 2-3 superlatifs. Pour dire aussi, c'est un peu moins bien qu'avant, hein, 11e et 9e sur les 2 dernières saisons. Là, c'est 16e à peine, entre guillemets. Mais quand tu vois l'effectif, tu te dis 16e, c'est déjà le bout du monde. Et en effet, on peut argumenter, oui, mais c'est quand même bien parce qu'il y a littéralement aucun changement de personnel. Alors, il y a peut-être Isaac Collier qui est arrivé, on parlera de lui, qui a pris beaucoup de ballons, mais tu vois, c'est grosso modo un peu le même effectif, donc oui, c'est un peu bizarre que finalement ça baisse un peu l'efficacité au panier, mais bon, c'est quand même assez mineur, et du reste, c'est toujours une attaque qui finit sur un peu comme tu dis, l'aspect collectif, qui est toujours élite au rebond offensif, et ça fait partie un peu de ces équipes qui jouent le jeu des possessions via leur rebond offensif, donc un peu un pansement sur une jambe de bois, comme je dis, c'est-à-dire les fameuses équipes un peu nulles qui se disent, bon, on n'est pas bon sur demi-terrain, donc essayons d'avoir une deuxième chance le plus possible. Ils font partie un peu de cela, ils l'ont toujours été, hein. Le Jazz, rebond offensif, malheureusement de l'autre côté 30e sur 30 au paire de balles, je pense qu'on en parlera via certains cas, mais donc c'est la pire équipe de NBA au niveau paire de balles, donc jeu des possessions, il rend une partie de ce qu'il gratte via le rebond, mais sinon beaucoup de lancers francs, beaucoup de 3 points aussi pour le coup, le côté spacing et le côté mouvement dans le périmètre et shoot, nul en transition, ça en a déjà parlé, et juste pour compléter aussi, donc ils sont efficaces au panier avec des cuts notamment et avec ce jeu collectif, mais isolation, donc je vais citer des stats un peu de création pure. Isolation, ils sont dans le 13e centile en efficacité. Voilà, donc à peine efficace, plus efficace que 13% des équipes NBA, donc bref, tout en bas du classement. Pick and roll, 17e centile. Et rollman,
Ils sont 14e centile. Voilà. Donc on est vraiment sur une équipe qui, sur de la création pure, on peut dire, n'est pas bonne. Mais mine de rien, quand même, tout de même, des restes un peu de Will Hardy, même si on le force un peu plus cette année, comme on disait, à tanker, mine de rien. Tiens, vers quel stade je vais aller? Ma deuxième stat du jour, c'est 99. Est-ce que tu l'avais ou pas? 99, c'est le true shooting plus de Lauri Markkanen. Oui, oh oui, ah bah je suis content. Ah bah alors là, allons-y. Allons-y. C'est Noël là pour Azad. C'est Noël, vas-y, je t'écoute. Non, alors, je pense qu'il faut en parler parce que c'est quand même le joueur majeur de cette équipe, mais j'en parle aussi maintenant et dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur ce début de podcast bon, l'année est un peu particulière en termes de tanking, on a un peu moins essayé que l'an passé, depuis 2 ans. 99, donc true shooting plus, true shooting c'est efficacité au scoring, le plus c'est les stats en plus relatifs à la moyenne, donc la moyenne est à 100, 99 ça veut dire moins 1% relatif à la moyenne, bref, c'est au niveau de la moyenne, mais sachant que les 2 dernières saisons, ils sortaient d'une saison à plus 10 et plus 9. Donc on a une vraie anomalie. Que se passe-t-il avec Lauri Markkanen cette saison? 39% à 3 points, 40% à 3 points, depuis 2 ans, c'est tombé à 35. Bon, 35 c'est à peine la moyenne plutôt que élite. Au panier, 70, 70, 64. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe est un peu moins efficace au panier, donc lui aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu autant une chute d'efficacité? Parce qu'en fait, il prend des tonnes et des tonnes de 3 points, notamment. C'est le premier volume de NBA sur le plan individuel, premier en termes de catch and shoot à 3 points par match. Il a 7,8 par match, quasiment 8, alors qu'il joue pas non plus des tonnes. Hein. Il joue une bonne demi-heure, je crois, mais pas non plus 35-36, quoi. Mais premier catch and shoot par match, quasiment 8 par match. Le deuxième, c'est Malik Beasley qui est à 7, autour des 7. Donc il y a même un vrai écart avec le deuxième. Donc forcément, quand tu prends autant de volume et que tu es moins efficace que d'habitude, tu le payes en termes d'efficacité générale, mais tu vois sur les catch and shoot, donc premier en volume, mais 63e sur 70 joueurs avec un certain volume de catch and shoot, plus de 4 par match. Donc il y a un peu ce côté où en fait il a été en panne, et ça c'est un peu le quoi. Je décris ce qui se passe. Sur le pourquoi, je pense qu'on est très simplement sur une saison un peu OSEF, saison un peu tanking, ou juste le côté aussi aléatoire du shoot qui est peut-être pas tombé du bon côté, je ne sais pas, mais rappelons aussi que c'est un mec qui est très très assisté, 82% de ses paniers sont assistés, 82, donc c'est un pur finisseur, qui a pas un gros volume, qui a pas un gros usage, qui en termes de passing d'ailleurs, sur les plutôt gros usage, on va dire, enfin pas gros, sur les mecs à plus de 21% d'usage, il est bon dernier en termes de passing. C'est le mec qui fait le moins de passes relatif à son nombre de ballons, même derrière Jaren Jackson Jr. Non mais pour dire, bon, l'efficacité est différente, mais tu vois au final, on n'a pas tant que ça un joueur si différent de la version qui était All-Star, qui a été élu ou voté All-Star en 2023 au final. Mais je sais pas ce que tu penses de ce dossier. Alors, c'est-à-dire que je pense qu'on voit à quel point, s'il n'est pas efficace, il sert quand même pas à grand-chose. Enfin, il va pas avoir une grosse valeur ajoutée sur un terrain de basket. Parce qu'il y a quand même pas grand-chose d'autre, entre guillemets, à aller chercher. Bon, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il a été blessé, qu'il a joué que 47 matchs. Et du coup, 47 matchs, petit échantillon. Et ça veut dire qu'il y a des matchs où il a joué, où il revenait de blessure, où il allait... Enfin, tu vois, je pense qu'il n'était pas à 100% non plus. Pour un peu aussi... entre guillemets, pas lui trouver des excuses, mais expliquer peut-être une autre raison pourquoi il est passé de 1,26 points par tir tenté à 1,14, qui est assez, du coup, inquiétant, entre guillemets, en termes de baisse d'efficacité. Mais moi, entre guillemets, j'avais une stat sur lui, c'était son salaire. Et c'est l'année prochaine, c'est 30% du cap. Et 30% du cap pour un joueur qui crée pas pour lui ou pour les autres et qui a une efficacité moyenne, bon, c'est absolument énorme. Mais même s'il était efficace, ça reste peut-être même trop, entre guillemets, pour son profil. Par contre, pour moi, c'est un joueur l'année prochaine à surveiller, c'est-à-dire ça peut être un joueur qui peut être échangé pour récupérer, entre guillemets, peut-être une star du côté du Jazz, ou pour des équipes qui peuvent aller aussi le chercher pour avoir justement ce boost de spacing-là. Pour moi, il finira la prochaine saison, c'est sa dernière saison au Jazz, et il ira pas au bout de la saison, entre guillemets. Parce que, justement, je pense que il faut arriver, entre guillemets, à l'échanger, parce qu'il a pas vraiment de valeur dans cette équipe-là du Jazz, parce qu'il est trop bon, entre guillemets, je pense, pour être dans une équipe de tanking,
Mais le problème, c'est qu'aussi, il est pas assez bon pour être le leader d'une équipe qui veut faire autre chose que du tanking non plus. Il est un peu, tu vois, il a un peu le cul entre deux chaises concrètement parce que, en fait, il est pas à sa place, quoi. Et je trouve qu'ils ont réussi à mettre en avant ce qu'il pouvait faire de bien dans sa saison All-Star et comment ils l'ont utilisé parce que oui, il est capable d'assumer un énorme volume de tirs. C'est un mec de 2m13 comme tu dis, qui a le plus gros volume de catch and shoot. Il y a des années où c'est rentré, des années où c'est pas rentré. Quand ça rentre pas, bah, du coup, il y a un peu un problème de rôle tout simplement parce que il fait pas grand chose d'autre. Mais bah, le profil peut être super intéressant pour une équipe qui a besoin, entre guillemets, d'un shooter, d'ajouter du spacing, quoi. Le problème, c'est le coût. Et si tu veux les changer, bah, soit il va falloir envoyer beaucoup d'assets, soit il va falloir envoyer un gros contrat, quoi. Donc, à voir ce que ça peut donner. Je t'avoue que l'efficacité, je me pose pas trop de questions. Enfin, je suis pas inquiet. Juste, on décrit, on fait le bilan de cette année, on dit qu'il a pas été bon. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on dit qu'il a pas été bon. Mais j'ai pas de doute que ça va remonter, hein, pour le coup, l'efficacité. Mais c'est plutôt pour te rejoindre le côté, est-ce que tu files 30% du cap ou donc en chiffre brut 46 millions par an à quelqu'un qui est en termes de volume, et je vais même pas prendre celui de cette année, qui est à 21%, mais équipe bizarre. Prenons celui de l'année où il est All-Star 2023. C'était le 71e plus gros volume de NBA en termes de usage. Est-ce que vraiment tu veux allouer 30% de son salary cap, ou un peu moins parce que le salary cap va augmenter, mais une grosse partie à un mec qui prend aussi peu de ballons, entre guillemets, et qui en plus, les ballons qu'il prend, c'est, j'ai dit, 80% c'est de la finition. 80% de paniers assistés. Alors, c'est pas que des paniers assistés, c'est pas que je reste ouvert et on crée pour moi, parce qu'il y a aussi de la sortie d'écran. Donc le panier techniquement est assisté, mais c'est lui qui crée un peu l'action, hein, sur des jeux en sortie d'écran, sur des end-off ou des trucs comme ça. Donc, mais tout de même, quoi. Et c'est un peu, ça me rappelle un peu aussi le cas Michael Porter Jr., qui a aussi un énorme salaire pour finalement ce rôle un peu de finisseur d'élite, mais sauf que Porter Jr. avait aussi la défense pour le coup. Oui, puis plus dynamique off-ball, quoi. Franchement, Markkanen, c'est pas non plus... il n'y a pas énormément de cuts. La pose d'écran, c'est pas... Il y a pas de... Tu vois, il y a des joueurs qui sont des grosses menaces off-ball et qui tirent vraiment ton spacing vers le haut et de l'activité off-ball vers le haut. Bah, après, c'est peut-être le contexte qui lui a pas permis de montrer ça, mais j'ai plus l'impression que ce soit un joueur qui est bien dans le système du Jazz que le système du Jazz qui est permis par Lauri Markkanen, entre guillemets. C'est-à-dire que les actions qu'il faisait pour lui, ils ont pu faire les mêmes pour un autre joueur de 7 pieds qui tire à 3 points cette saison. Oui. Après, je trouve quand même qu'il y a un peu de synergie, de mouvement, etc., mais plutôt périmètre. Tu vois, la différence avec un Porter Junior, c'est que lui, il va plutôt... il peut aussi vers du nord-sud et du punch au panier, quoi. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Oui, je suis d'accord. Donc, il y a ça, plus la défense, on a dit. Tout de même, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a cet aspect de... on l'a vu sur les bons passages, notamment Cleveland, il peut défendre, il peut pas mal défendre, il peut même défendre un peu poste 3, c'est ce qu'il faisait à Cleveland, il peut défendre pas mal du tout, bon là c'est pas du tout ce qu'on attend de lui à Utah évidemment, mais je pense qu'il peut être relativement viable sans être une plus-value, mais ça peut passer grosso modo si tu lui donnes pas des responsabilités de protection de panier ou de rebond ou ce genre de choses. Et non, il y a notre élément, c'est pourquoi ils ont donné ce salaire, c'était parce que, souvenez-vous, situation contractuelle, c'était cette année, sa dernière année, je crois, de contrat. On parlait de l'échanger éventuellement aux Warriors ou des destinations comme ça. Ça s'est pas débloqué l'an passé, donc en fait, ils l'ont prolongé pour pas le perdre pour rien et pour ensuite le rééchanger. Mais je me demande si la somme qui a été donnée n'a pas été trop grande, parce que tu parles d'un contender qui va le chercher. Un contender arrivé à caler 46 millions dans son cap. Enfin, 46 millions, c'est, je sais pas moi, Jalen Brown est à 50, Lillard était à 55, Bradley Beal, enfin, ouais, tu vois. Non, mais ce genre de stars qui sont un peu en max ou en super max, quoi. Donc, imaginons, je sais pas, les Sixers se disent, ouais, on a envie d'avoir un spacing à côté de Embiid. Faut les trouver les 50 millions. Ou alors, tu sacrifies Paul George. Si Paul George, c'est un truc catastrophique, pardon, ok, tu fais ça, mais pour sauver les meubles. Mais je veux dire, à échanger, c'est plus si facile que ça. Donc, il y a toujours cette crainte de, ok, tu le prolonges pour rétention de valeur, tu lui donnes un salaire pour qu'il reste chez toi et pour qu'il accepte la prolongation, parce que sinon, il aurait juste dit, bah non, je prolonge pas, je veux pas te coincer ici, je serai free agent l'an prochain. C'est aussi pour ça que Utah a dû mettre un peu l'argent, parce que sinon, il se serait barré, en fait. Il aurait été free agent, l'été dernier, pas cet été, en 2024. Mais du coup, il y a un peu ce truc de, est-ce qu'il n'y a pas un peu le risque Kevin Love Love, que quand LeBron s'en va, les Cavs mettent un gros chèque sur lui pour, attends, reste chez nous et puis on va t'échanger. Sauf que la somme était trop grosse et ils n'ont jamais réussi à l'échanger, ça s'est fini en buyout.
Et voilà. Donc le cas est pas simple. Et dans le bilan de cette année, on dit il a pas fait une bonne saison, même si on peut l'expliquer. J'ai pas de mal à le revoir rebondir et faire des très bonnes saisons d'efficacité, role-player très bon, etc. Bah, plus Oui, que role-player. Restera, Vas-y. Oui, bah non, mais j'ai voulu finir ta phrase, j'aurais dû le faire dans ma tête, mais oui, ça restera 23% d'usage avec très peu de création, quoi. Même s'il est très efficace, ça restera ça, quoi. Ça sera pas plus, entre guillemets. Et surtout, vu la mode, apparemment, maintenant, plutôt que s'emmerder à échanger des contrats, ou... Apparemment, maintenant, on peut casser les contrats, maintenant. On fait des rachats de contrats. C'est la mode de cette année. Donc, je ne sais pas s'il est au bout de son contrat, hein, pour le coup. Mais ouais, c'est un peu dommage, parce qu'il y a ce côté où le joueur a des imperfections, je te rejoins là-dessus. Mais je l'aime bien quand même, quoi. En plus, un grand qui shoot, ça peut avoir une valeur si en face, il y a un défenseur protecteur de panier qui est sur lui. Ouais. Donc, ça peut être cool. Et je me demande si ce gros contrat ne va pas faire qu'il va être un peu coincé dans des mauvais contextes un peu trop longtemps, de type aussi Zach LaVine, tu vois. Zach LaVine que je trouve génial, un peu aussi très finisseur sur les postes arrière, mais qui est un peu coincé parce que non, t'es payé trop cher. Donc Dallas, Miami, des équipes comme ça qui ont, non, on peut pas te caler dans le salary cap, quoi. Donc c'est un peu toute la question, quoi, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Et donc je peux te lancer, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ce Jazz 2025 ? 103. Ouais. Donc c'est aussi un true shooting plus. Sexton peut-être, c'est ça ? Non, Kyle Filipowski. Ah oui. Et oui. Et on se retrouve sur un profil quand même assez intéressant, assez unique. Donc on a un intérieur de 7 pieds, qui est assisté que sur 58% de ses tirs à marquer à 2 points, mais qui arrive à être plus efficace que la moyenne, qui prend du 3 points, qui va au cercle, qui a un bon toucher de balle qui lui permet aussi d'avoir un peu de flotteur, qui a du drive, donc c'est un joueur de 7 pieds qui est capable de driver, et ce qui est intéressant, c'est que il est plus rapide que les joueurs de sa taille, et il est plus costaud que les joueurs, entre guillemets, sur lesquels il va pouvoir faire un peu du post-up. Donc il a il a un drive rapide contre les joueurs de sa taille, et il a un drive puissant contre les ailiers, que je trouve très intéressant parce que du coup il sait exploiter, entre guillemets, ses forces et ses faiblesses selon un peu sa match-up individuelle. Et en plus de ça, il y a un tout petit peu de passing. Et du coup, c'est vrai que quand tu te plonges un peu dans le profil, tu comprends pourquoi il était annoncé finalement aussi haut. Et du coup, est-ce que c'est pas juste l'extra sportif qui a fait que il s'est cassé la gueule? Parce que du coup, il y a une stat qu'on aurait pu donner, c'est peut-être l'âge de sa copine comparé à lui, mais qu'on l'a pas fait. Alors, rappelle un peu vite fait pour les auditeurs qui savent pas, c'est quoi l'histoire Moi, en vrai, j'avoue, les gossips, c'est pas les trucs sur lesquels je passe beaucoup de temps, mais je crois qu'il a une copine ou une femme, et ce qui vient de l'église mormon et qui est beaucoup plus âgé que lui, et du coup il y a un peu un truc de son entourage peut poser entre guillemets questions ou pourrait être problématique en truc. En fait, il y a un peu une bataille entre donc sa compagne et sa famille. Et sa famille, il y aurait des accusations de grooming. Donc, une femme plus vieille qui l'aurait repéré très tôt en lycée ou à la fac, je sais plus, à Duke. Voilà. Mais bon, c'est des accusations. De l'autre côté, eux, ils défendent que non, pas forcément. Juste, voilà, l'amour n'a pas d'âge. Mais comme tu dis, c'est en tout cas, qu'importe ce qu'on en pense, et d'ailleurs on connaît même pas les infos et on n'est pas là pour juger, mais comme dit, de facto c'était quelque chose qui a été soulevé à la draft. Jonathan Givony en parlait en effet, donc c'est peut-être pas rien, comme tu dis, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a un peu baissé. Est-ce que c'est pas aussi peut-être un peu la défense qui fait que... Parce que pour un joueur de 7 pieds, tu regardes le block percentage et le steal percentage, tu dis il y a un mec qui a oublié de revenir en défense par contre. Tu te dis, mais attends, mais on a un deuxième Lauri Markkanen. Voilà, tu vois, c'était un peu ça tout à l'heure quand on parlait Après, il y a des choses très différentes. C'est-à-dire que lui, il est peut-être moins bon au tir que Markkanen, mais il peut passer un ballon, quoi. Oui, c'était une de mes stats, c'était 0,76 le ratio de playmaking, qui est plutôt très bon. Ratio playmaking, c'est assist percentage divisé par usage percentage, à quel point tu fais tes passes par rapport à ton nombre de ballons. Et c'est vrai que lui, pour un intérieur, c'est un ratio qui serait assez moyen pour un meneur, évidemment. Oui. Et pour un intérieur, c'est quand même plutôt un passeur. Et bon, la stat vient aussi confirmer ce dont on a parlé ensemble toute la saison sur l'hebdo, que en fait, on le voyait, il peut faire des passes en mouvement, l'extra passe, le short roll, etc. Quoi. Ouais, c'est ça. Et même du drive and kick.
C'est assez. Ouais, Moi, ouais. je trouve son drive impressionnant pour sa taille. C'est vraiment, ça saute un peu aux yeux entre guillemets quand tu le vois parce que bah physiquement, il est ce qu'il est. C'est un blanc de 7 pieds quoi, qui se déplace parfois avec un ballon comme un arrière quoi. Et du coup, bah voilà, c'était un peu la stat sur l'attaque. Après voilà, défensivement, bah il y a le problème de je crois que j'avais fait une vidéo sur lui ou quoi, et le pauvre, il y avait il défendait des post-up, notamment le post-up de Zubac. Ah oui. Et bon, bah voilà, là tu comprends que faire 7 pieds de haut, enfin faire 2,13 m, bon, ça suffit pas. Et c'est-à-dire qu'au-delà du fait que physiquement, il puisse pas rendre l'appareil, il n'y a pas non plus la technique, le placement, entre guillemets, il est peut-être même meilleur tu vois, en défense du nail ou de l'aide un peu genre côté faible que en tant que lowman ou défenseur de drop. En fait, tout le problème de son profil. Et d'un côté, bah, tant mieux qu'il bouge aussi bien et qu'il puisse shooter parce que dans tous les cas, tu auras toujours besoin, entre guillemets, d'avoir un autre intérieur à côté de lui. En fait, c'est plus un poste 3-4 qu'un poste 4-5 alors qu'il fait 7 pieds de haut, quoi. Voilà pourquoi, à mon avis, il a été drafté plus tard que son Ouais. talent offensif ne le laisse penser, parce que ce même talent offensif sur un poste d'ailier, finalement, tu te poses moins la question, mais pour un intérieur, comme on dit à chaque fois, il y a des requis, enfin le poste est plus important pour la défense, donc plus important, Mm. si c'est du bonus, c'est démultiplié le bonus, si c'est Ouais. du malus, c'est démultiplié aussi. Donc Ouais, c'est sûr. le problème des bigs offensifs, juste pour dire, le drive, je suis allé voir 1,31 points par tir sur des tirs en fin de drive. 1,31, c'est devant Shai Gilgeous-Alexander. Bon, non. Petit volume, mais kiffeur quand même. Enfin, Oui, ça se compare oui, pas. oui. Ça se compare pas, évidemment. Ça se compare pas. Il est à peine à deux drives et demi par match. Mais donc voilà, à prendre avec des pincettes. Faut pas prendre le chiffre au pied de la lettre. Faut se dire, il est bon sur drive. C'est un peu l'idée. Et comme tu dis, le driving kick aussi que tu illustrais dans ta Ouais. vidéo était hyper intéressant aussi. Cet aspect de, en fait, c'est un grand porteur de balle de 7 pieds d'eau. Cela dit, c'est pas ça le doute. Le fait qu'il soit grand et qu'il shoot, c'est cool. Qu'il soit un porteur de balle, c'est cool. Donc il y a plein de manières créatives de l'utiliser. Le point de bascule, c'est un peu la défense. Et au-delà de, même sans parler de mobilité, parce qu'il est quand même relativement mobile, hein, je trouve. Mhm. Mais tu vois, son envergure, elle est de 6,10 et que sa taille, il est de 6,10, 6,11 ou 7 pieds, je sais plus. Mais donc il a une envergure qui est pas ouf. Or, comme j'aime bien le répéter à chaque fois, l'outil le plus fonctionnel en défense off-ball, c'est ton envergure de bras. Que ce soit sur la protection de panier, que ce soit sur le rebond, que ce soit sur les stunts, les close-out, la contestation de tir, etc. Et souvent, tu as des mecs qui sont grands, mais comme il y a des petits bras, ils jouent plus petits que leur taille, type Kobe White par exemple, ou des mecs qui sont petits mais avec des grands bras, bah, tu as l'impression qu'ils peuvent tout faire, quoi. Bah, de type Draymond Green qui fait 6'6 de taille et qui pourtant est à l'intérieur absolument incroyable, mais parce qu'il a des bras plus longs que l'étape du Tour de France du jour. Mais c'est peut-être un peu ça le point de bascule, quoi, pour le coup. Mais Ouais. j'avoue que le joueur est assez fascinant, mais il y a Ouais. toujours ce truc de on en connaît des pivots un peu offensifs où tu te dis ouais ça aurait été tellement cool, mais en fait la défense est jamais vraiment venue, donc c'est resté un peu le joueur gadget, quoi. Et alors pour moi, il y a deux points de bascule du coup, Ouais. entre guillemets. C'est si la défense, entre guillemets, ne tient pas. En tout cas, si tu vois la protection de cercle. Je pense que la défense, dans une certaine mesure, peut, entre guillemets, être couverte si tu peux le mettre à côté d'un protecteur de cercle. Ouais. Mais du coup, c'est à quel point son shoot va tenir la route. Parce que pour moi, pour qu'il puisse jouer, s'il devient pas le défenseur qu'on espère, mais je pense qu'il y a aucune chance qu'il devienne le protecteur de cercle, le défenseur qu'on attendrait d'un mec de 7 pieds. Le shoot, par contre, j'y crois un peu plus avec des doutes sur le volume, pas le volume parce que le volume il l'a, mais avec l'efficacité. 3 points, tu vois, là, il est à 36% cette saison. Je regarde les stats en NCAA, c'est autour de entre 68 et 75% au lancer franc. Donc bon, c'est pas. Mais d'un côté, t'as le toucher quand tu vois la passe et le dribble. Du coup, tu te dis bon, bah, il y a quand même du toucher de balle. Donc pour moi, le point de bascule, il viendra jamais de la défense, j'y crois pas. Mais par contre, si le shoot tient la baraque, genre 37, 38, 39 entre guillemets, bah là tu peux du coup le faire jouer à côté d'un protecteur de cercle et il apporte tellement d'autres choses que du tir que ça devient intéressant entre guillemets. C'est un autre profil que Markkanen de grand qui peut pas défendre parce que
mais le shoot rentre tellement fort dans l'équation pour remplacer entre guillemets le problème défensif que pour moi il y a 2 points de bascule, mais j'ai l'impression qu'en fait j'y crois plus au point de bascule côté tir que côté défense quoi. C'est un peu plus Kelly Olynyk que Markkanen d'ailleurs, un peu ce côté grand porteur de balle, shoot. Mais non, mais c'est intéressant que tu parles du niveau de shoot parce qu'en effet, tout ne se vaut pas quoi. Il y a bon shooter et bon shooter quoi. Oui. Et qu'il y a une différence entre justement un Markkanen qui enchaîne les saisons à 40% ou un shooter juste, le mec peut prendre des catch and shoot, je sais pas moi, Chris Boucher. Les deux sont des pivots shooters, ok, mais dans les faits c'est quand même très différent quoi, en termes d'impact, de gravité, etc. Donc le niveau de shoot est assez intéressant, même si ce côté passing fait qu'il y aura aussi une valeur balle en main quoi. Mais clairement c'est un peu, d'ailleurs Olynyk est arrivé aux Spurs. C'est vrai qu'un scénario idéal c'est comme ça, s'il arrive à être placé à côté d'un mec comme Wembanyama ou un protecteur de panier comme ça quoi. Pour le coup ça pourrait être très cool. Sachant que là où c'est bien avec Wemby, c'est que Wemby il shoot. Donc, il y a toujours un peu ce côté comment dire, licorne où tu as besoin d'un big qui protège le panier et qui shoot. Parce que là, techniquement, il y a Walker Kessler à côté, qui est aussi un excellentissime défenseur, mais il n'y a pas le côté espace. Donc, quand tu veux faire des drives, quand tu veux lui donner la balle en main, c'est un peu moins parfait, on va dire. Et encore, je pense que ça n'a pas été très testé. Tu vois, c'est que sur la fin de saison qu'il est plus responsabilisé. Et peut-être que justement, il y a quelque chose à développer avec les deux, entre guillemets, qui n'a pas encore été bien mis en place. Donc, à voir ce que ça peut donner, parce que le ballon, on n'a pas encore là, pour l'instant, on n'a pas parlé d'un seul porteur de balle du Jazz. Mais on a dit qu'ils étaient derniers aux pertes de balles, donc à un moment, il va falloir qu'on commence à tirer sur l'ambulance, parce que si tous ces mecs-là ont pas eu beaucoup de ballons, c'est parce qu'il y avait des mecs à côté qui se sont régalés, pour le coup. Juste pour dire, tu parles du fait qu'il est drafté tard, entre guillemets, parce qu'il est 32e pick. Il est donc deuxième tour. Il était attendu premier, plutôt loterie, mais il a glissé un peu. Mais aussi, surtout, relatif à son classement de lycéen. Il était, d'après le RCSI, le consensus des classements de plein de sites qui classent les lycéens, il était quatrième meilleur lycéen du pays. Bon, aussi parce que les classements lycéens, on va en reparler, faut pas s'y attacher trop. C'est beaucoup de classements au talent pur, etc. Mais d'ailleurs, restons sur les classements lycéens qu'on peut critiquer ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Elle est où ma stat 5,05. Ma troisième stat du jour, c'est 5,05. C'est les secondes passées par touche de balle par notre ami Isaac Collier. Je parle de ça puisque Collier, en parlant de classement lycéen, était dans le RCSI de 2023. Du coup, c'était le meilleur lycéen du pays, d'une cuvée de lycéens qui était pas top. Dans le RCSI, il était consensus numéro 1 devant Ron Holland et Justin Edwards. Il y avait ensuite Aaron Bradshaw, Cody Williams, DJ Wagner. Bon, c'était pas une énorme cuvée lycéen, celle de l'an passé, mais c'est pour ça qu'on a eu une draft 2024, tu sais, qui du coup était moins talentueuse que d'habitude. Donc bref, 5,05 secondes passées par fois où il avait la balle entre les mains. C'est le 7e plus gros total de NBA, derrière des mecs qui s'appellent Jalen Brunson, SGA, Trae Young, James Harden, Kate Cunningham, etc. Voilà, donc on est sur un mec qui, j'utilisais un peu la stat pour dire, c'est quelqu'un qui a eu la main mise sur le jeu, on peut dire. Il a vraiment cette stat de tenir la balle et de côté, je vais pas dire héliocentrique, mais il avait la main sur le jeu. Et maintenant, les résultats, quels étaient-ils pour ce rendement et pour cette main mise ? 0,98 de points par tir tenté, 0,98 et pour des joueurs qui sont à minimum 1000 minutes. Voilà, on enlève un peu les petits temps de jeu. 1000 minutes et 23% d'usage, de volume d'utilisation. 67 sur 67. Parmi les joueurs avec un certain volume de responsabilité, il était 67e à l'efficacité sur 67. En relatif à la moyenne, si vous voulez, ça fait du moins 14%. Donc c'est pas mal du tout, comme inefficacité, moins 14%, on va en reparler. Et autre caractéristique, parmi ces joueurs qui ont un certain volume en NBA, on est aussi à 20,7% de turnover percentage. Je pense que tu pensais à cette stat surtout. 20,7%, il a dépassé la barre des 20% de turnover percentage. Également 67 sur 67, donc on a quelqu'un qui avait pas mal de volume, gardait beaucoup la balle et orientait le jeu. D'ailleurs, il a un ratio de playmaking de vrai meneur pass first, ça il n'y a pas de problème. Son jeu penche plutôt vers la passe que vers le tir, ok. Mais donc dernier à l'efficacité et dernier au turnover, c'est pas inquiétant dans le sens où les jeunes porteurs de balles galèrent souvent, donc ça on est d'accord, mais en tout cas sur le bilan de facto il est pas très bon pour la première année de Isaac Collier qui n'est peut-être pas un si bon coup
que ça pour le moment. Il fallait la placer, on l'a fait, on s'en débarrasse. Hein. On s'en débarrasse, merci. Alors, ce que j'aurais envie de dire, par exemple, si j'étais un peu taquin, je dirais oui, mais c'est peut-être parce qu'il y a une sous-chauffe en réussite au tir. Et peut-être que c'est juste des problèmes à 3 points. Et du coup, j'ai regardé les stats de drive, qui étaient mes stats pour Isaiah Collier. Du coup, sur drive, tu te dis, bon, on va prendre les mecs qui en ont fait au moins 8 par match cette saison. On a les mêmes. Et on va regarder Isaiah Collier, où est-ce qu'il se place. Et du coup, Isaiah Collier est 84e sur 85 au point par drive. Merci Dyson Daniels d'arriver juste en dessous. Ouais. Et ensuite, tu dirais, bon, mais turnover, est-ce qu'il perd aussi autant de ballons sur drive? Et bah, il est 84e sur 85 en perte de balles sur drive. Donc, le drive qui est un peu aussi un moyen d'évaluer les porteurs de balles ou les casseurs de défense potentiels. Bon, bah, on a un joueur qui perd énormément de ballons et qui est pas du tout efficace. Il y a des choses qu'il fait très bien sur drive. En tout cas, qu'il a tendance à faire et qu'il fait assez bien, entre guillemets, c'est de passer le ballon. Je crois qu'il a peut-être le plus gros, il a le deuxième plus gros, ou le premier égalité avec Davion Mitchell, assist percentage sur drive. Donc ça veut dire que parmi les joueurs qui font beaucoup de drive, enfin plus de 8 drives par match en NBA, c'est un des joueurs qui a le meilleur ratio d'assist. Ouais, attends, on peut supprimer Mitchell. Hein. Si on dit on prend les mecs qui ont fait beaucoup de matchs NBA, des gros échantillons, je crois que Mitchell il fait une demi-saison, allez, on dit que c'est le premier Collier quand même. Allez, on dit que c'est le premier, devant Darius Garland, donc c'est pas vraiment une stat de performance pure, c'est plus une stat de tendance, mais c'est ça. Pour un joueur qui est meneur et qui a beaucoup de ballons, c'est quand même intéressant de voir qu'il a cette capacité aussi d'utiliser le drive pour outil de création pour les autres, et c'est pas seulement un joueur qui est inefficace sur drive et qui a rien d'autre à côté. Donc voilà, mais c'est un joueur qui est très spécial à regarder jouer parce qu'il est très rapide. C'est hypnotisant tellement il est rapide, mais c'est aussi déstabilisant parce qu'il y a des fois tu as envie qu'il s'arrête parce que il y a des passages très déroutants. Par exemple, il fait c'était un analyste quand on parlait Mike Scherer dans un de ses articles sur lui cette saison, il fait des airballs sur layup. C'est dire à quel point un petit peu il y a et pourtant c'est sur un layup totalement ouvert après un Eurostep au milieu de la raquette, donc vraiment il fait tout le move parfait, mais t'as un peu ce truc là, bah oui, mais en fait il lui manque un peu de taille aussi, peut-être pour ça qu'il est aussi rapide comparé aux autres joueurs NBA, c'est parce qu'il est très proche du sol et que du coup bah les layups parfois il peut même pas toucher le cercle parce que bah petit bras et assez proche du sol quoi. Donc c'est un joueur voilà qui a beaucoup de défauts et beaucoup de qualités. Et moi, la question que je me pose, c'est à quel point il va pouvoir, entre guillemets, utiliser ses forces pour surmonter tout ça. Et bon, petit problème là-dessus, c'est que j'ai du mal à y croire parce que je crois pas au tir. Et c'est là où j'ai peur pour son drive. On en a parlé dans l'épisode des Wizards, je crois, à quel point les bons drivers, les drivers efficaces sont aussi des joueurs qui ont la menace de tir pour pouvoir justement un petit peu attirer la défense pour pouvoir en profiter. Et lui, j'ai peur que très vite, en fait, ça devienne un joueur qui fait face à des murs parce qu'il va pas être respecté et que sa vitesse devienne caduque parce qu'il pourra pas en faire grand chose, quoi. Et voilà un petit peu, moi, c'est mon inquiétude, c'est son toucher de balle et je le trouve un peu brut, quoi. En plus de sa taille qui est vraiment limitée, moi, c'est son toucher de balle que je trouve un peu problématique pour le joueur qui pourrait devenir. Disons que les faiblesses qui sont les siennes cette saison, on ne les découvre pas. Et c'est pour ça que tu vois, il est passé de meilleur lycéen du pays à finalement après une année un peu à USC. Bon, qui n'a pas été très médiatisé parce qu'il y avait Bronny James à côté à USC. Donc Bronny James a pris beaucoup d'attention. Mais non, mais je veux dire, les forces et les faiblesses, on les connaît. Et il a fini donc, 30e pick, non, ou 29e, je crois, l'an passé. Donc il a quand même beaucoup chuté. Et c'est vrai qu'il y a des forces qui sont évidentes. Donc l'explosivité, la vitesse, la puissance aussi, c'est une boule de nerfs. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais comme tu dis, il y a aussi les faiblesses qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'il est 30e ou 29 de draft, c'est qu'il n'y a pas trop le shoot de base. C'est pas comme si c'était une année en sous-chauffe. C'est qu'il n'y a pas trop l'espoir d'un jump shot, en tout cas pas rapidement. Ça peut sortir un peu de nulle part, évidemment, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air trop là.
Et il y a besoin de cet équilibre, hein, comme tu dis, jump shot et drive. D'ailleurs, ça se voit surtout sur pick and roll, parce que là, tu as parlé des stats sur drive. Mais si on prend le pick and roll, où, bon voilà, tu peux un peu prendre des tirs soit en sortie de pick and roll, plus loin du panier, soit aller au panier. C'est le pire de NBA, évidemment. 90 sur 90 joueurs avec un minimum de volume sur pick and roll. 0,63 points par possession, c'est famélique, quoi. Et il se bataille un peu. Alors il est à 0,63 sur l'efficacité, Westbrook à 0,64, et pour les turnovers c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est Westbrook qui est premier, enfin pire turnover, et Collier est deuxième. Mais il y a cet aspect de, au final, il y a des très bonnes forces, comme tu dis, ce côté, il fait des drives pour passer à la fin. Plus de 50% de ses drives, c'est pour passer. Donc il y a ce côté création de chaos, il y a ce côté driving kick qui peut être très bien. Je pense pas que ce soit du tout un mauvais passeur, hein. Au contraire, c'est un passeur qui est très intéressant, mais il y a pas de jump shot et il y a un côté je joue en dessous du niveau du panier, en fait. Il est très puissant, mais comme tu dis, petit et des bras qui sont pas énormes, donc il est à peu près toujours en dessous du niveau du cercle, donc on est sur des lay-ups qui partent depuis plus bas, littéralement. Moi, il me fait un peu penser à Ty Lawson, qui était comme ça. Ty Lawson était la boule de nerf comme ça, très petit, très compact, très puissant aussi, et qui avait un premier pas explosif. Le problème, c'est que il avait des cannes tellement petites que qui faisait pas autant de décalage, quoi, parce que très rapide, mais finalement, le défenseur avait le temps de revenir parce qu'il couvrait pas autant de terrain qu'avec ses petites jambes, quoi. J'exagère un peu pour caricaturer, mais vous voyez un peu l'idée. Et sauf que la différence, c'est que, enfin, je veux dire, Ty Lawson, si à la fin on a un Ty Lawson en potentiel maximum ou assez optimiste, c'est génialissime, quoi. Mais parce que Ty Lawson, j'aime bien parce que l'exemple de Collier montre aussi à quel point Ty Lawson était vraiment excellentissime dans ce qu'il faisait, et il a eu un plafond à cause de la taille, Ty Lawson. Mais Ty Lawson était très efficace au panier, et sur les drives, il était pas mal du tout, mais parce que voilà, le toucher de balle était très cool. Et en plus, Ty Lawson, comment est-ce qu'il a fait carrière? C'était un shooter quasiment d'élite, en fait, un peu sous-coté, je trouve. On l'a un peu oublié, et même à l'époque on le soulignait pas assez, mais Ty Lawson, c'est un mec qui était autour des 40% à 3 points, qui était autour des 45-50% sur les longs tirs à 2 points. Il y avait un vrai jump shot. Là, je me demande à quel point est-ce que tu vois, c'est pas un peu trop de avoir ni la taille ni le jump shot. Alors on s'inquiète pas pour autant, mais ça c'est un peu pour le côté négatif. Pour le côté positif, j'aime beaucoup la création de chaos. Je pense qu'on a un bon spacing, ça peut éventuellement devenir au moins, au grand minimum, une espèce de meneur pass first, créateur de chaos, très cool. Et puis tu vois, quand je dis un moins 14% relatif à la moyenne en termes d'efficacité, c'est très très inefficace. Cela dit, je rappelle que les jeunes porteurs de balles galèrent toujours en NBA dans les premières années. En plus, lui est très jeune, il a quoi? Il a 20 ans, 21 ans, même pas 21 ans je crois de tête. Donc il y a ça, et tu vois, par exemple, je peux citer un autre cas comme ça, Scoot Anderson. L'an passé, il était aussi autour des moins 14, moins 15, moins 16%. On s'est dit, waouh, incroyable, c'est historiquement mauvais. On a vu qu'en à peine un an, il est passé de moins 16 à peine moins 6, je crois, moins 6, moins 5. Donc on est de suite très très vite plus proche de la moyenne. Voilà, ce genre de saut qualitatif et d'efficacité peut arriver avec l'âge, avec la compréhension du jeu, etc. Donc je m'inquiète pas pour autant. Mais c'est vrai que c'est un package qui est pas évident à évaluer, quoi, pour le coup, en termes de force et de faiblesse. Ouais, c'est comme tu dis, je pense que dans un meilleur spacing, ça pourra être utile, mais il y a tellement de hauts et bas, et il y a tellement de contradictions un peu aussi dans son corps, que c'est un peu flippant. Mais d'un autre côté, sa carrière sera très dépendante du contexte, je pense, et tout simplement de son tir. Parce que sinon, là pour l'instant, c'est vraiment très mauvais, quoi. C'est-à-dire que même s'il arrive à aller sur la ligne des lancers francs, c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir réussir à convertir, quoi. Donc à quel point la création de chaos et le drive va être intéressant si en plus il peut pas punir là-dessus, quoi. Donc à voir. C'est ça. Ty Lawson, pour ses 4-5 premières années en carrière, on est sur du 38% à 3 points, tu vois. Il y avait des pull-up en plus, hein. C'était pas catch and shoot, il y avait du pull-up, et les 2 points aussi, c'était cool. Donc ouais, à suivre. Mais une première année satisfaisante sur certains points, un peu moins sur d'autres. Peut-être on peut le formuler comme ça. Bon, le contexte n'a peut-être pas aidé aussi, hein, sur cet aspect dont on l'a dit, hein. Utah ne voulait pas gagner, mais voilà, à peu près pour la première année de Collier.
Et donc je peux te lancer, c'est quoi, le 4e, 3e, je ne sais plus, quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ce Utah Jazz 2025? 1, et encore, je vais dire 0. C'est les assets que Utah a récupérés pour Colin Sexton. Ouais. Et c'est quoi ce bordel? Pourquoi je comprends joueur avec énormément, je pense joueur avec une mauvaise réputation déjà. Ouais. Et je pense joueur avec des défauts, très clairement défensifs, mais on parle d'un joueur qui, sur un volume de plus de 25% depuis 3 saisons, donc on a un échantillon qui commence à ressembler à quelque chose quand même, on a 3 saisons, qui a été à 106, 105 et 103 de true shooting plus, qui a donc sur un volume a été efficace, qui a ajouté du passing à son jeu, qui est capable de driver et de shooter en catch and shoot et sur pull-up. C'est un joueur, entre guillemets, qui peut être utile à énormément d'équipes en sortie de banc, porteur de balle primaire sortie de banc, porteur de balle secondaire en sortie de banc, dans une équipe compétitive. Et il y a énormément, entre guillemets, de jus offensif à aller chercher, des choses à cacher en défense, bien sûr, mais c'est un joueur, on en a déjà parlé dans les stats de la saison de l'année dernière et sûrement l'année d'avant aussi, donc je vais peut-être pas aller trop dans le détail parce que ça va être barbant pour tout le monde. C'est juste, comment t'as réussi à récupérer que Nurkic est un second choix de draft? C'est ça. Pour ça. Et je me dis, mais du coup, à quel point du coup tu veux vraiment dans ce cas-là juste tanker et en fait Colin Sexton te tirait trop vers le haut parce que du coup même si c'est des stats qu'on prend toujours avec des pincettes, Utah était meilleur en termes de net rating avec lui sur le terrain que sans lui sur le terrain depuis 3 saisons, donc à quel point il te permet tellement pas de tanker que tu préfères l'échanger. Je pense pas que ce soit que ça, mais je pense qu'il y a quand même une volonté un petit peu de sabordage de récupérer rien pour un joueur qui a peut-être un peu de valeur, ou au moins plus qu'un joueur qui n'en a pas du tout comme Nurkic. Et du coup, j'avoue, je comprends pas trop. Et je me demande aussi à quel point il a mauvaise réputation et à quel point son début de carrière et les déclarations de Kevin Love, par exemple, qui étaient sorties sur lui, peuvent être problématiques pour comment il est perçu, quoi. Ah, pourquoi c'était quoi alors, je sais pas au courant, ça rappelle nous Kevin Love qui avait dit que c'était un ball hog. À l'époque des Cavs, c'est ça? Et que en gros, ouais, à l'époque des Cavs où Kevin Love il était déjà en roue libre et il balançait des trucs sur ses coéquipiers qui avaient 21 ans. Super ambiance. On parlait de le cas de voilà, c'est Markkanen. Si Markkanen reste coincé 3 ans, 3 ans de plus au Jazz parce que il peut pas être échangé, son contrat est trop gros, peut-être que Markkanen commencera aussi à balancer sur les jeunes. Voilà, c'était un peu ça qui s'est passé à l'époque. Hein. Ouais. Il aura de quoi, du coup, lui, il aura Isaiah Collier à balancer sous le bus, à jeter en pâture. Bon, alors il y a ça, le côté ball hog, mais bon, à la limite, oui, c'est vrai que c'est un finisseur, donc il prend ses ballons, il va scorer. Non, mais le côté mauvaise cote, c'est pas que sur l'extra sportif ou quoi, tu veux dire, là, il a une mauvaise cote aussi, mauvaise image, peut-être sportive au sein de la NBA, peut-être. Mais pour expliquer le trade, moi, pour le coup, je pense que Sexton était en fin de contrat cette année. 20 millions en fin de contrat, je sais pas, il y avait peut-être pas de marché aussi cette année, le marché était très très fermé, il y a eu moins de mouvements, donc ils se sont dit autant l'échanger maintenant pour un truc plutôt que le perdre pour rien, mais en même temps c'est Nurkic quoi. Donc Nurkic 20 millions en plus en retour, donc en fait je pense que enfin, je sais pas, parce qu'en fait, il était aussi finissant, je veux dire, Sexton. Donc, tu peux même pas te dire, Nurkic, on l'a pris pour avoir du cap space en 2026, parce que je pense que tu l'aurais eu aussi avec Sexton, en fait, grosso modo. Mais bref, ouais, après, voilà, peut-être qu'il y a cet objectif de peut-être qu'il s'était, préparé à avoir du cap space, à avoir de la flexibilité, à pouvoir encaisser s'il y avait des gros blockbuster trades, des méga trades qui se font cet été, genre Giannis, genre LeBron, genre des mecs comme ça, je dis n'importe quoi. Mais peut-être qu'ils voilà, ils sont aussi en position de faire ça. Mais en effet, ça paraît quand même extrêmement étonnant et très 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 peu cher quoi, pour un mec qui, je pense qu'on est aussi un peu fan de lui. Alors, fan dans un contexte, enfin tout est relatif, oui. On pense pas qu'il peut être porteur de balle d'élite. D'ailleurs, il a jamais eu quasiment autant de minutes et d'usage. L'attaque est nulle quoi. Donc oui, en fait, on sait pas sur quelqu'un qui peut porter une attaque, transcender l'attaque, etc. Mais tu vois, j'avais noté un truc sur lui qui était marrant, c'est qu'en fait, il est à 1,18 points par tir sur drive, et c'est très bien en fait, hein, sur les gros drivers, plus de 10 par match, je crois, c'est 18e sur 51.
Donc c'est très bien, explosivité, etc. Donc on le connaît, mais ça m'étonnait parce que je me suis dit, mais attends, son efficacité au panier, un peu comme tous les mecs du Jazz, a baissé. Il est passé de 68 à 62% au panier, mais comment ça se fait que sur drive il soit toujours aussi bon? Parce qu'en fait, du coup les flotteurs, il y a la zone des flotteurs cette année où il est devenu, enfin où il est redevenu très bon à 48%, mais qui est pas une anomalie puisqu'il a déjà fait des saisons à 50%, je crois, dans cette zone des flotteurs. Donc ça, les flotteurs plus les lancers francs, on va dire, ça vient largement compenser. Ouais. Effectivement. C'est un des joueurs qui provoque le plus de lancers francs sur drive aussi. Il a un peu moins cette année de shooting fall percentage, mais mais tu vois, c'est tous ces indices. Enfin, je veux dire, pour avoir fait 2-3 épisodes sur le Basket Lab, c'est des stats souvent qu'on prend quand ça vient sur 3 années de suite sur un échantillon qui est assez large parce qu'il joue genre entre 1500 et 2000 minutes par saison. Il est efficace. Il provoque des lancers francs. Il a un jeu qui peut être, entre guillemets, transposable avec et sans ballon. Je parle que de l'attaque, hein, et je parle vraiment d'un role player. Je n'essaye pas de dire qu'il peut faire plus que ça. J'ai juste que il y a énormément d'indicateurs qui disent « Allô, il y a du jus d'attaque à aller chercher, quoi. » Et tu récupères Nurkic. Voilà. Et je comprends pas. 40% à 3 points aussi depuis quelques saisons. Alors cette année à 35. Il fait pas une bonne année au shoot, mais comme tout le monde, il shoot pas bien. Il reste efficace. Attends, qu'est-ce que je dis, une bêtise ou pas? Attends, sur Basketball Référence, il est classé à 40% à 3 points. Et sur Cleaning the Glass, qui enlève le garbage time, il est à 35. Mais après, t'as que du garbage time quand tu joues à Utah aussi. Ou alors je me trompe. Ah non, pardon, non, je me suis trompé d'onglet. Non, il a 41 aussi. Excuse-moi. Je me suis trompé d'onglet. Non, voilà, mais shooter d'élite aussi. Hein. Un peu de pull-up, catch and shoot. Les limites, c'est que c'est bien pour un peu ce rôle de gunman, quoi. De genre, je te donne le bal, tu vas scorer à petit volume, pas à 30% d'usage, mais à 20-22, quoi. C'est cool, mais il n'y a pas de passing. Il n'y a pas de défense non plus. Et je pense que dans ce profil, peut-être il y a la concurrence aussi d'un mec comme Norman Powell, qui est la version avec un peu plus de défense, même beaucoup plus de défense, à mon sens. Et je sais pas. J'avoue que, mais tu sais, ça n'a pas de sens non plus dans le sens inverse, hein. Parce que les Hornets, pourquoi tu rajoutes Sexton alors que tu viens drafter Con Knuppel aussi, qui est aussi un poste 2 qui va avoir la balle dans les mains. C'est vraiment un trade de merde dans les deux sens, quoi. Que t'as la Melo Ball, que t'as re-signé Treman, le trade ne fait pas de sens, effectivement. Mais je suis d'accord que tu vois, c'est parmi pour moi mes déceptions, c'est qu'on a parlé de tous les pics qui ne sont pas encore tombés pour Mitchell et pour Gobert, qui vont tomber. Mais dans les assets autres que tu avais récupérés, bon, t'as Kessler, d'accord, pas de problème. Mais t'avais aussi Markkanen, on en a parlé, la revente de Markkanen ne va peut-être pas être aussi facile que ça. Et là, Sexton, que tu avais récupéré, que tu as redéveloppé et que tu l'as rééchangé contre rien. Donc là, le côté, même pas rétention de valeur, mais un peu le jeu du j'essaie de conserver de la valeur petit à petit en échange, en fait, tout s'est un peu évaporé, quoi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je m'étais dit aussi, peut-être que c'est aussi là pour qu'il y ait un package de pivots à vendre aux Lakers, par exemple, tu sais. Le petit salaire de Kessler, mais qui a une grosse cote sportive, tu le mets avec le gros salaire de Nurkic, mais une petite valeur sportive. Tu mets les deux, t'envoies ça aux Lakers s'ils veulent Kessler, tu vois. Comme ça, tu peux obtenir en échange un joueur à 20 millions, plus un pic ou un truc comme ça. Peut-être j'en viens à me dire des trucs comme ça, hein, parce que j'avoue que je ne sais pas. C'est un peu faire sens de ce qui s'est passé, en tout cas, c'est pas facile. Exactement. Ma quatrième stat du jour, c'est 92. 92, j'ai pris assez simple. 92, c'est le True Shooting Plus, efficacité relative à la moyenne de Keyonte George. Donc la moyenne étant à 100, on est à moins 8% relatif à la moyenne. Autant dire que c'est toujours inefficace. L'an passé aussi, il était à peu près dans cette zone-là de moins 7, moins 8. Je crois de mémoire, je vais retrouver l'onglet, mais oui. Et en effet, c'est comme je l'ai dit pour Isaiah Collier, je pense qu'on peut le redire, il est toujours inefficace et il a toujours 21 ans. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on n'a pas eu peut-être l'explosion qu'on attendait. Il a fait une première année rookie. On était un peu tous émerveillés ou très agréablement surpris, pardon. Mais aussi parce qu'on n'avait aucune attente. Tu sais, il y a toujours ce truc de la découverte d'un joueur où en fait on s'attarde sur ce qui se fait bien et sur les flashs. Et à partir du moment où année 2 ou année 3, on se dit, ah tiens, on a des attentes et que celles-ci ne sont pas comblées totalement, on dit, ah mince, mais du coup, c'est un peu décevant. Je pense qu'en fait, il fait à peu près la même saison que l'an passé, ce qui n'est pas du tout choquant parce qu'il a encore que 21 ans, je le répète, et que pour des jeunes porteurs de balles, ça peut évoluer assez rapidement. Et j'avoue que je suis toujours aussi fan, moi, du profil théorique. Ça paraît un peu sévère de dire théorique, comme si le mec ne faisait rien sur le parquet, mais en tout cas, d'un point de vue scouting, je suis toujours aussi fan. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas efficace aussi, très simplement, c'est que la moitié de son profil, son registre, c'est des 3 points, 50% de fréquence à 3 points, et cette année, il les a pas mis. Voilà, 35%.
à peine 35%, et ça reste le point de bascule, hein, dont on avait parlé aussi, je crois, l'an dernier, le jump shot, à quel point il est bon. On sait qu'il peut parfois mettre des pull-ups à 3 points. Il y avait un match l'an passé contre les Warriors, il en met 8 ou 9, je crois, qui était complètement fou. Ouais. Donc voilà, il prend beaucoup de 3 points, il les met pas, donc c'est pour ça qu'il n'est pas efficace cette année. Cela dit, il n'est pas non plus hyper efficace en drive. Il est, on va dire, moyenne basse, j'ai calculé 36e centile à peu près sur les gros drivers. 36e centile, c'est pas très bon, mais pour le coup, il y a des faiblesses de puissance. Il est assez fin, longiligne, mais assez fin. Peut-être de toucher de balle, je ne sais pas. Mais il y a aussi d'autres qualités, je trouve, hein, qui sont quand même très cool, de dribble, de qualité athlétique, un profil un peu délié, on va dire, très fluide. La taille aussi qui est assez cool. La taille, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis il est pas mal au lancer franc aussi, hein. Pas mal lancé franc, provocation de lancer franc, alors qu'il est fin. Ouais. Exactement. Technique, hein. Il est technique, et je pense que les longs bras aident aussi à cette provocation-là. Mais j'adore ce que tu as dit au début sur la perception qu'on en avait l'année dernière était peut-être aussi biaisée du fait qu'on n'avait pas d'attente sur lui. Ouais. Et moi, j'aime bien le comparer avec Scoot Anderson, qui lui est choisi 3e, avec qui il y avait beaucoup d'attentes. Et la perception des deux, t'as l'impression qu'il y a, tu vois, une classe d'écart, alors que, en fait, ils ont juste pas été sélectionnés au même endroit, et du coup, il y a énormément d'attentes chez Scoot et peut-être moins chez Keyonte George. Mais année 2, on retrouve avec un usage similaire, avec un passing similaire, en termes de métriques, pas en termes de à quoi ressemble leur passing, parce que c'est des profils très différents, mais il n'y a pas tant d'écart que ça, quoi. Et du coup, la perception des jeunes porteurs de balles, selon là aussi où ils sont attendus, change pas mal. Mais bon, on n'est pas ici pour faire Scoot Anderson et Portland, je laisse ça à FB, je suppose. Non, je crois que c'est Baptiste cette année qui voulait parler. C'est Baptiste, voilà. Et mais du coup, ouais, Keyonte George, moi c'est vrai que je cherchais quoi dire sur lui, et je savais pas quel stat utiliser, donc très bien que tu sois allé sur le true shooting, mais c'est vrai que la provocation de lancer franc et la capacité de drive et de pull-up peut être intéressante, mais en réalité, on est un peu sur tant que ça rentrera pas, ça sera plus du rêve que de la réalité. Et pour l'instant, on est un peu encore au moment du rêve, quoi. Donc, il y a des moments quand tout fonctionne, t'as un joueur qui rentre dans sa théorie de porteur de balle assez grand, qui est capable de passer, de faire du pull-up, d'accélérer le jeu, mais aussi de faire un peu ce meneur gestionnaire-là, qui a une belle qualité de passing, et qui peut, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il peut jouer à côté d'un autre porteur de balle si besoin. Donc, c'est beaucoup de qualité aussi d'avoir cette portabilité-là, d'être avec et sans ballon. Mais bon, pour l'instant, les tirs ne rentrent pas, et l'efficacité est du coup toujours bien en dessous de la moyenne. Donc, un peu difficile de se projeter. Faut continuer à essayer. Et comme tu l'as dit, il a seulement 21 ans, quoi. Donc, il y a encore du temps, et il est dans une équipe de tanking. Donc, il devrait pas avoir moins de ballons l'année prochaine qu'il en a. Ah, quoique, il va jouer à côté de Ace Bailey. Donc, à voir. Mais ça va être intriguant aussi, Ace Bailey, l'année prochaine. Ouais, et puis pour vous dire, hein, par exemple, un mec comme Garland, début de carrière, il fait une première année à moins 12%, une deuxième année encore à moins 6% ou moins 4%, je sais plus, voilà. Donc c'est inefficace pendant assez longtemps, et l'année de ses 22 ans, 23 ans, ça devient quand même largement mieux. Voilà, on peut prendre aussi De'Aaron Fox, il commence première année, 2000 minutes, 86 de true shooting plus, donc on est à moins 14%, donc c'est quand même, voilà, et de suite, ça, assez vite, finalement, ça remonte autour de la moyenne, donc c'est quand même largement appréciable. Et il y en a plein des cas comme ça qu'on pourrait prendre. Je crois que Ja Morant, alors il démarre d'un peu moins bas, Ja Morant, je crois qu'il démarre à moins 5, moins 6, un truc comme ça, et puis de suite, ça monte à la moyenne, ouais, exactement. Et ouais, l'exception, c'est l'inverse. L'exception, c'est les mecs qui de suite démarrent assez efficaces, mais c'est littéralement des exceptions. Et voilà, Kate Cunningham, c'est pareil. Cunningham, il est enfin autour de la moyenne cette année, mais après deux ou trois premières années où il était à moins 12%, moins 10%, ou des trucs comme ça. Même Anthony Edwards, si vous voulez prendre un cas comme ça, qui est très adulé, à mon avis un peu à raison, mais il commence au tout début, c'est un peu poussif en efficacité. C'est même pas un meneur, je veux dire, mais il commence aussi lui-même à moins 9% relatif à la moyenne. Voilà, il n'est pas encore temps de s'inquiéter. Je veux dire, c'est assez classique que les jeunes porteurs de balles sont à ce niveau-là. Ce qu'il faut surtout regarder pour l'instant à cet âge-là, c'est plutôt les qualités de scouting un peu théoriques. Et j'avoue que moi, le profil du grand
grand meneur, donc meneur de bonne taille, qui est pas mal du tout en passing, hein, je trouve. C'est pas directement chapeau à Luka Doncic, mais c'est quand même pas mal du tout, je trouve, avec certaines lectures parfois un peu élaborées, un peu de créativité. Ça, plus le potentiel drive, etc. Tu vois, si on se retrouve et qu'il a 25 ans et qu'il est encore coincé à moins 8%, moins 7%, ok, là on en reparlera. Mais voilà, moi j'aime toujours aussi bien. Et finalement, le truc à dire, c'est que juste, il fait la même saison que l'an passé, à peu près, mais en étant toujours aussi jeune, et qu'il n'y a pas plus qu'à dire que ça, quoi. Mais voilà, le meilleur contexte aussi, ça serait cool. J'aimerais bien le voir aussi dans un meilleur contexte. Quelle est ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ce Utah Jazz 2025 ? Bon, on va quand même parler de celui qu'on aimerait vraiment voir dans un bon contexte, peut-être. Ouais. Walker Kessler. Bon, allez, j'ai pris 10 points, enfin, moins 10,7. Ouais. Qui est du coup la différence d'efficacité infligée au cercle par Walker Kessler. Sans surprise. Donc, qui fait partie des 8 joueurs qui infligent au moins 10% de perte d'efficacité au cercle, en sachant que les mecs à côté de lui sont soit des défenseurs générationnels, soit jouent dans des bonnes défenses. Et il y a lui, quoi. Il est au-dessus de Gobert cette saison. Dans les autres, à moins 10, il y a Gafford, que je considère qu'il joue comme dans une bonne défense, Jaren Jackson Jr., dans une bonne défense et générationnelle, Wembanyama, Klingan, Davis, Cornet, donc lui c'est plutôt le contexte, même si il est devenu un très bon protecteur de cercle, et Jalen Williams, que bon bah voilà, ça c'est, je sais pas qui va faire les stats d'OKC, mais c'est quand même assez hallucinant pour un joueur qui n'est pas un intérieur. Et du coup, parmi ce groupe-là de protecteurs de cercle d'élite, on en retrouve encore une fois Walker Kessler, qui demande qu'à bonifier une défense, quoi. Et c'est vrai qu'on a, entre guillemets, hâte, parce que là, ça fait 3 saisons, entre guillemets, qu'on le voit évoluer au Jazz, qu'on voit aussi, peut-être un petit peu pourquoi il joue pas tout le temps de problèmes défensifs, de problèmes offensifs, de limitations offensives, mais la qualité de protection de cercle est tellement élite que tu as envie de le voir dans un contexte compétitif, parce que c'est une des compétences, peut-être la compétence la plus importante au basket. Et encore sur les protections de panier, tu vois, si on remonte un peu les critères à minimum 5 tirs défendus au panier, donc un peu les gros volumes, on va dire, à minimum 5, il reste encore moins de noms. Il y a Porzingis numéro 1, Gafford, Wemby, Davis, et il est 5e. Et ça, c'est pour les gros volumes. Si tu prends les très gros volumes de joueurs qui sont à minimum 7 tirs défendus au panier, grosso modo, il est 2e derrière Wemby, en fait. Hein. Il y a lui et Wemby, les deux seuls qui défendent autant de tirs au panier et qui infligent autant de pertes d'efficacité. Donc, devant Evan Mobley, devant, comment il s'appelle, Zubac, tout, enfin, tous les mecs là, tous les mecs que vous connaissez. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une saison comme ça, sortie nulle part. Je veux dire, d'ailleurs, on l'a détaillé à chaque fois, chaque année, mais c'était déjà le cas quand il était rookie. C'était aussi le cas quand il était sophomore. Tu vois que l'an passé, il était à moins 12%, 3e de NBA derrière Porzingis et Gobert. Et encore, tu vois, Porzingis, en plus, je mettrai la nuance que Porzingis ou Cornet, c'est pas exactement le même rôle, puisqu'ils sont déployés un peu en safety. Oui. Donc, c'est pas exactement pareil que le Kessler, le Gobert, qui est un peu le rock de la défense, qui doit, voilà, il y a un peu plus de marge de manœuvre et de liberté pour des safety, on va dire, que déploie très bien Mazzulla, hein, pour le coup. Mais donc 2024, il était à moins 12. 2023, en tant que rookie, il était à quoi? Moins 13 aussi déjà, je crois. Exactement, moins 13 rookie. Voilà. C'est vraiment... après, c'est ce qu'on dit un peu tous les ans, mais justement, ma stat, moi, c'était 30. C'était les minutes par match. Et en un sens, c'est bien parce que tous les ans, on dit bon, la défense, c'est un prospect au panier qui est générationnel, et ça se confirme, hein, parce qu'il fait des stats qui sont incroyables, alors qu'il n'a pas non plus des qualités athlétiques génialissimes, mais c'est la coordination main-œil, c'est les détails, les fondamentaux, la mobilité des hanches, les petits appuis sur 2-3 pas, etc. Mais sauf qu'on dit à chaque fois, ouais, ok, mais sauf qu'il joue que 20 minutes par match. Et qu'en plus, il joue 20 minutes par match dans une équipe qui est nulle. Donc à quel point les limites offensives ne sont pas trop grandes. M'est avis que il était un peu moins bon en attaque qu'auparavant. Je pense aussi, on l'a dit, le contexte a un peu changé. C'est-à-dire que pendant 2 ans, en 23 et en 24, Will Hardy essayait de gagner et d'avoir une bonne attaque. Donc, il y avait un peu ce truc où il priorisait un peu les profils offensifs. Moi, je le lisais un peu comme ça, pour le coup. Et que c'est comme ça qu'on avait... d'ailleurs,
son année rookie, elle est un peu séparée en deux. Parce qu'au début, il joue pas trop, 20 minutes par match, mais en fait, la deuxième partie de saison, il jouait 28 minutes par match, je crois, pour le coup. Donc, il avait déjà un peu plus un gros temps de jeu titulaire sur la deuxième partie de saison. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, on a un peu moins surveillé peut-être le côté compétitif et avoir absolument une bonne attaque parce que c'est ça qui va nous porter. Il a plus joué. Donc on peut dire, ouais, ok, bah, ton argument il est nul. Il joue plus juste parce que l'équipe est nulle. C'est un peu du tanking un peu sournois. Mais je trouve que non. Et je crois qu'on a déjà parlé ensemble, mais il me semble qu'on avait parlé sur une hebdo où on le trouvait un peu meilleur, ne serait-ce que physiquement. Et sur l'aspect au panier, un peu de finition. Et c'est vrai qu'il a pas trop de passing, même pas du tout, pas trop de shoot non plus. Et donc il y a ce truc de, au moins il faut que tu sois un finisseur au panier. Et je trouve que cette année, il a été un peu plus que d'habitude, pour le coup. Et ça se vérifie dans le temps de jeu, mais aussi et surtout, moi, une stat qui trompe pas, je pense pas, c'est la provocation de lancer franc. En fait, il a très clairement augmenté sa provocation de lancer franc. Le fameux shooting foul percentage, tu vois, il est monté à quasiment, à 17% carrément, alors que c'est quelqu'un qui était quand même un peu plus bas sur des standards de provocation de lancer franc. Et je trouve que si on s'éloigne des stats et on revient un peu au terrain et au visuel, il y a cet aspect, il m'a l'air un peu plus léger, en fait, offensivement, sur tout ce qui est un peu catch and finish et autour du panier. Et en fait, si on a ça, bah c'est cool parce je pense qu'on a un joueur qui est calibre titulaire NBA si on a une viabilité offensive à minimum. Ouais, et je pense que si on avait des milliers d'euros à claquer dans Synergie et tous ces trucs-là, on irait voir aussi ses volumes de switch et son efficacité défensive sur switch. Et on se rendrait compte qu'il est possible peut-être un peu plus mobile que l'année dernière, qui bouge mieux. Et je pense que tu as totalement raison et ça se voit aussi en attaque. Moi, un truc que, comme j'ai expliqué avec John Collins, et ça fonctionne pareil avec Walker Kessler, ils ont développé pas mal ce jeu de cut à 45 à l'opposé du pick and roll, qui est dans le playbook de Will Hardy, mais il le fait, et du coup, ce qui permet aussi d'être un rim runner qui peut offrir du spacing aussi, parce que en fait, depuis le périmètre, il peut couper, et il peut aussi recevoir la balle et poser de très bons écrans qui vont créer des décalages. On n'a pas parlé de sa pose d'écran, mais c'est quand même une belle brique, donc faut passer autour, entre guillemets, et sa mobilité améliorée lui permet de se projeter encore plus vite au cercle. Je trouve qu'au niveau du passing, petit à petit, le jeu forcément ralentit pour lui aussi, il commence à y avoir des choses intéressantes. Donc pour moi, il y a beaucoup de bonnes choses, et rebond offensif, c'est un matraqueur assermenté. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il fait tellement de putback que si tu regardes son pourcentage de panier assisté au cercle, c'est bas. Tu te dis mais c'est pas possible, le mec il drive ou quoi? Non, il drive pas. C'est juste qu'il récupère tellement de ballons. Les claquettes de rebond offensif sont pas assistées, donc ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, t'as ce truc-là, mais c'est-à-dire que je crois qu'il a assisté sur 60% de ses paniers au cercle. C'est genre ridicule. Ouais. Mais en fait, c'est pas du tout parce que c'est un créateur, c'est parce que le mec récupère tellement de ballons pour pouvoir les mettre en putback qu'il crée entre guillemets sa propre attaque. Et à l'époque où les batailles des possessions deviennent tellement importantes parce qu'en réalité, on peut aller si loin dans l'efficacité que si en gros t'arrives pas à gagner sur l'efficacité, tu peux gagner sur autre chose, comme du coup la bataille des possessions. Et c'est un joueur qui, par le playmaking défensif et l'importance qu'il a dans le rebond offensif, pourrait faire basculer un match par exemple par rapport à ça, quoi. Et joueur entre guillemets qu'on demande à voir dans un meilleur contexte aussi pour mieux se rendre compte de ses limites offensives. Alors je n'ai pas Synergie, je n'ai pas 10 000 euros à claquer dans Synergie. Par contre, je peux te dire sur NBA.com des stats un peu gratuites que par exemple en termes d'isolation défensive, donc isolation défensive, il a le troisième plus haut total sur des joueurs qui ont pas mal joué cette saison, donc minimum 30 ou 40 matchs. Et donc il a le troisième plus gros total à 1,8 possessions par match. Donc déjà il y a ce truc de en fait, on accepte de le faire switcher. C'est pas que du ciblage. Il y a un côté, comme tu dis, on accepte de le faire switcher. On panique pas totalement en disant non, il faut qu'il reste en 2 contre 1, il faut qu'on le fait en drop. Non, on accepte, on invite ces switches, et ok. Et même en efficacité, bon, à prendre avec des pincettes parce que je crois que c'est une centaine de possessions à peine, donc c'est peut-être pas énorme. Mais la stat d'efficacité défensive est pas mal. Hein. On est 50e centile, tu vois. Et sur des petits échantillons, ça peut varier, mais tu vois, on voit quand même des trucs genre, il y a certains où ça peut totalement péter, les catastrophiques, ça ressort. Tu vois, Mark Williams par exemple, qui est vu comme beaucoup plus mobile, il est pas à 0,90 points autorisés par possession, il est à 1,40. Voilà, Mark Williams par exemple, c'est un peu cata. Il y a des mecs comme ça qui, en termes de big, sont pas très bons. Bref.
Donc, en effet, il y a peut-être aussi ce côté mobilité défensive à rajouter. Mais ok pour notre ami Walker Kessler. S'y rajouter également, je pense que s'il doit se faire échanger, c'est un peu maintenant, à mon avis, ou alors ce sera dans 2-3 ans. Mais en fait, là, il y a une valeur qui est assez incroyable. C'est un contrat rookie. Et donc, si tu l'échanges pour lui maintenant, c'est tout l'intérêt pour les Lakers, c'est que tu l'échanges, tu payes une somme qui est ridicule, parce que son année 26, elle va payer ridicule, mais en plus, tu as ses droits, et tu pourras dépasser le cap en le prolongeant. Et ça, c'est quand même génial, quoi. C'est quand même génialissime, parce que c'est pas comme si... d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils avaient tenté d'avoir Mark Williams, tu sais, en février dernier, parce qu'ils voulaient cet avantage de Mark Williams aussi, on récupère ses droits, de pouvoir ensuite dépasser le cap en le prolongeant. Donc je pense que ça pourrait venir maintenant, et de l'autre côté, t'as pas envie de l'échanger. Enfin voilà, l'intérêt, c'est d'utiliser ça, et il a de la valeur, et je pense que Utah demande aussi beaucoup parce qu'il y a cette valeur contractuelle. Mais il faut pas la laisser partir, quoi. S'il y a la valeur contractuelle, si l'an prochain il est payé 15, 10 ou 20 millions l'année, il sera moins intéressant, tu vois. Donc c'est peut-être maintenant ou jamais pour l'échanger. Mais on verra ça. Dernière stat pour moi, 5e et dernier stat pour moi, c'est 73. Bah tiens, j'ai encore pris un True Shooting Plus. 73. Oh, wow. C'est Cody Williams. Et c'est Cody Williams, tout à fait. Cody Williams, donc le frère de Jalen. Cody Williams, le choix numéro 10 de la draft 2024, qui en termes d'efficacité est à moins 27%. 27% plus faible que la moyenne NBA, sur d'ailleurs un profil qui est aux 3/4 de panier assisté. Donc il c'est même pas trop créateur. Cela dit, j'ai un autre chiffre. C'est 0. Vas-y. C'est le nombre de points par match de Jalen Williams, son frère, en NBA au même âge. Voilà. Non, je le dis aussi parce que c'est vrai que rapidement, on a quand même des comparaisons de ceux qui viennent assez logiquement, et je me demande à quel point il souffre pas un peu de ça, ou je sais pas à quel point il a pas aussi de l'autre côté parfois un peu profité de cette cote-là. Tu sais, comme à l'époque où en fait on avait Lillard qui se fait drafter en 2012 en venant d'une petite fac, et d'un coup l'année d'après il y a McCollum qui arrive aussi d'une petite fac, et ah tiens ouais, il a une belle cote McCollum et tout etc. Et bon, il y a un peu cet effet peut-être, mais non, mais ce que je veux dire c'est qu'il déjà il faut pas du tout comparer par rapport à Williams qui arrive un peu plus vieux et qui est aussi un autre talent. Jalen Williams, c'est vraiment un truc c'est un peu inédit. J'espère qu'on va en parler cet été sur le Basket Lab avec quelqu'un, on verra ça, mais il y a quand même beaucoup moins de talent offensif. Pour le coup, il se fait aussi drafter parce qu'il a des outils physico-athlétiques qui sont très bons. Je crois qu'il est encore plus grand que son frère. Il est très long. Il se fait aussi drafter pour ça, pour le très jeune âge et pour le profil physique. Tout de même, donc, mettons les comparaisons de côté, comparaisons qui me semblent injustes parce que c'est son frère, mais aussi parce que c'est un sacré joueur. C'est quand même une saison qui est pas top, hein. Pour le coup, on peut le dire, même si au final, voilà, on parle d'efficacité, mais j'ai même pas regardé l'échantillon, mais on n'est pas non plus sur des tonnes de tirs, tu vois, ça paraît assez... Voilà, faut pas non plus surréagir à ce chiffre-là. Pour le coup, il a fait quoi sur la saison? 50 matchs à 20 minutes par match. Donc on est à peine sur 1000 minutes sur la saison, à peine sur combien? Sur 257 tirs. Voilà, ne pas paniquer. En attendant, on est sur 0,83 points par tir, sur la saison. 0,83, bah, c'est sur les joueurs avec un gros temps de jeu. 244 sur 244. Voilà. Donc on est vraiment sur le joueur le moins efficace de NBA, avec un rôle très sobre. Effectivement, il y a aussi pas mal de turnover pour le coup sur son temps de jeu. 25% à 3 points, le tir rentre pas trop. Même au panier, on était à 53, donc un peu décevant aussi de ce point de vue-là. Bon, c'est pas pour épiloguer, c'est un peu un prétexte. Il n'y a rien à apprendre de sa saison, si ce n'est que c'est un joueur de 19-20 ans qui a fait une première saison un peu compliquée parce que c'est pas un prospect offensif. Pas de suite, en tout cas c'est un prospect long terme, mais je voulais aussi en parler parce qu'il fait quand même partie de l'effectif et que le démarrage est peut-être un peu timide, on va dire, mais il faut pas quand même il faut garder en tête que le point de bascule c'est le shoot, et ça a été souligné dans beaucoup de scouting reports à l'époque. Je sais que certains étaient un peu moins chauds que la moyenne sur lui, que le consensus, donc tu vois, il y avait quand même des scouting reports qui disaient attention, c'est pas son frère justement, ou attention, c'est pas faut pas croire que c'est du 1 pour 1 quoi, pour le coup. Donc le point de bascule c'est le shoot, et surtout l'autre point de bascule que je vais surveiller c'est la défense. Tu vois, je m'attends pas à ce qu'il devienne un mec à 25% d'usage, forcément 20 points par match, etc., de manière efficace, mais il faudrait quand même qu'on ait un impact défensif qu'on a pour l'instant pas trop eu, mais c'est peut-être pas la saison pour juger non plus de la défense, je trouve, de Williams. Donc voilà. Non, mais c'est un bon point. Je savais pas sur quel truc aller avec lui. J'ai cherché des trucs. En fait, je voulais pas aller sur un truc négatif parce que je me suis dit c'est vraiment trop facile de taper sur le monde. Et quand t'as dit 73, j'étais là genre je l'ai vu, je sais de quoi il parle. Mais c'est vrai que en fait les flashs,
pour regarder un peu le Jazz, il y a des flashs très sympas défensivement et offensivement. Ouais. Mais pour l'instant, on parle vraiment de flash, quoi. C'est des flash McQueen, quoi. Ça, tu le vois passer une fois et c'est rapide et ça dure pas longtemps et voilà. Donc mais forcément, en fait, le corps qu'il a, en même temps, enfin, tu vois le corps de son frère aussi. Tu te rends bien compte qu'on retrouve Jalen Williams dans les meilleurs protecteurs de cercle de la NBA cette saison, alors qu'il fait la taille d'un ailier. Tu te doutes bien que l'envergure, c'est un truc qui est assez impressionnant chez eux, et c'est encore le cas chez lui, et donc tu peux voir entre guillemets les outils. Le problème, c'est que pour l'instant, il semble qu'il y ait les outils physiques sans avoir le logiciel pour tout faire fonctionner correctement. Et d'un autre côté, comme tu l'as dit, Jalen Williams, à son même âge, il jouait pas en NBA. Et donc voilà, faut aussi, entre guillemets, laisser le temps au temps, mais défensivement, comme c'est un prospect défensif, dans cette équipe du Jazz, qui est pas très orienté sur ça, c'est aussi peut-être plus difficile un petit peu de, entre guillemets, se démarquer, quoi. Donc, à voir. Mais je pense que sa deuxième saison sera intéressante et j'ai eu l'impression de voir passer de bonnes choses sur sa Summer League. Donc voilà. Est-ce on peut nous dire, oui, mais les gars, Summer League, heureusement qu'il est bon. Oui, mais en même temps, c'est aussi un test qui est pas significatif. Peut-être, ça veut, si t'es bon en Summer League, ça veut pas dire que tu vas être une star NBA. Mais en fait, si t'es un vrai joueur NBA, t'es censé être bon en Summer League. Donc c'est plutôt ça, c'est un peu plutôt un standard de minimum, quoi. Au moins t'es un joueur NBA. Et ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein. Et puis parfois il y a des busts, parfois il y a des mecs qui se plantent complètement et qui même s'ils sont pas first pick, mais même s'ils sont top 10, top 15, loterie, qui font des Summer League pendant 3-4 ans et que ça vient jamais, quoi. Donc en effet, mais tu vois la différence, alors j'ai dit il faut pas comparer avec Jalen Williams et pourtant j'arrête pas de le faire, mais non, mais Williams, je me souviens, je l'avais pas scouté en soi à l'époque parce qu'il était sorti un peu de nulle part, on l'a pas vu venir, etc. Et puis de toute façon j'avais scouté que Chet et Paolo cette année-là, j'avais pas le temps de faire plus, mais en voyant Chet Holmgren qui était à Gonzaga, j'avais vu donc 2 fois à Santa Clara dans la même conférence Jalen, et Jalen était déjà plus costaud en fait, et Jalen est même très costaud. Tu parlais un peu de sa protection de panier où il s'invite dans une catégorie d'ailier aussi parce qu'il a un torse qui était très épais, et je dis ça non pas pour comparer mais pour dire les difficultés à mon avis de Cody Williams viennent aussi du fait que le profil physique est un peu différent et beaucoup plus longiligne et pas du tout encore costaud, donc presque il y a un côté où il joue en NBA, presque entre guillemets, c'est pas qu'il devrait pas, mais on est très très loin d'une maturation physique et d'un côté le corps est prêt, quoi, parce qu'il est grand, il est long, mais tu vois qu'il se fait un peu bousculer très facilement. Donc notamment, on parle du potentiel défensif comme le truc le plus intéressant. Il se faut aussi drafter pour ça. On parle du drive avec sa taille et ses longs bras qui pourrait être très intéressant. Tout ça part du fait que tu dois être un peu capable de un peu tenir ton territoire, de pas te faire bousculer au premier coup de vent, etc. Donc il y a un peu ce côté très très brut de décoffrage où ok, le mec a grandi, donc tu as le potentiel qui est là. Il faut encore que maintenant la puissance et l'épaisseur viennent un peu plus, mais en l'état presque le corps est pas fait pour jouer en NBA, presque, j'exagère, mais il y a un peu de ça, quoi. Il y a un peu de ça, excusez mon exagération pour faire passer l'idée, mais voilà, Cody Williams, presque t'as raison, j'aurais peut-être même pas dû prendre cette stat comme stat de point de référence. Presque la stat pour moi c'est 1000, c'est les minutes, qui finalement est un temps de jeu qui est très très réduit et pas significatif en fait. Donc voilà. Mais Cody Williams, qui fait partie donc des très très bons anciens lycéens très cotés de ce Utah Jazz, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu as d'autres noms ou d'autres stats un peu sur ce Jazz 2025 ? Non, pas spécialement. J'avais pas les autres joueurs, j'ai pas entre guillemets vu assez de passages. J'ai vraiment parlé de ce que j'avais pu me mettre sous les yeux. Et après, il y a eu pas mal d'essais aussi de joueurs qui sont passés sans vraiment être marquants, mais je pense qu'on a fait un bon tour des joueurs qui pourraient être soit échangés, soit plus joués la saison prochaine. Puis voilà, faudra voir aussi ce que ça va donner avec Ace Bailey. On n'a pas parlé de Taylor Hendricks, il a joué 3 matchs. Il a joué 3 matchs, il s'est cassé la jambe, ouais. Effectivement, c'est pour ça qu'on n'a pas abordé son cas, mais qui est un des jeunes les plus talentueux de l'effectif aussi, hein. Mais là encore, talentueux, mais plutôt côté défensif, quoi. Et pas, en tout cas, pas côté volume créateur d'attaque principale. Mais intéressant, on n'a pas dit, pas non plus parlé de Jordan Clarkson, qui a fait 37 matchs et qui en fait au final a fini par se faire couper en fait très très simplement cet été, buy out, et il a filé aux Knicks pour pouvoir recréer un Brunson Karl Anthony Towns mais avec le banc cette fois-ci. Donc Clarkson, pas tant de choses que ça à dire à part que la saison est pas très bonne évidemment. Tu vois, au passage il y a quand même des joueurs que j'aime bien. Potter. Exactement, Potter. J'en étais sûr.
Potter est pas mal. J'aime aussi beaucoup Johnny Juzang. Ouais. À surveiller aussi pour les All Hipster Team. Ou non, l'autre nom que j'avais, c'est. Si t'arrives à le prononcer, parce que moi je le prononce toujours très mal. Celui de 21 ans. Celui de 21 ans, vas-y, dis-moi. Bryce. Ah, sans sabot. Sans sabot, ouais. Il est obligé de jouer pieds nus, sans sabot. Non mais en vrai c'est deux trois joueurs que j'aime bien moi, Potter, Juzang et sans sabot. Donc mais après voilà, on parle de un standard qui est très différent. Mais ouais. Bref, donc on arrive au bout. Merci pour ce bilan 2025. En tout cas, merci beaucoup Azad de nous avoir aidé sur ce bilan de Utah Jazz. Et bah avec grand plaisir. À l'année prochaine pour parler de Ace Bailey du coup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour nos amis du jazz, nos jeunes pousses du jazz, même si on l'a dit, c'est vrai que ça manque peut-être un peu de un mec pour l'instant, il manque un mec qui aurait le potentiel évident All-NBA First Team, mais tout ceci passe par la draft. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un peu plus développé ce genre de thématique dans un podcast récent avant les bilans qui s'appelle OKC versus Tanking ou Éloge du Tanking, je ne sais plus, mais un truc comme ça. Et c'est vrai que je reviens un peu sur la situation du jazz en partie, si ça vous intéresse. Donc voici, je rappelle également que sur YouTube, non pas en podcast, mais sur YouTube en vidéo, on fait une rétrospective NBA 2025 où l'on revient sur les chocs tactiques de la saison passée. Donc, grosso modo, par jour, vous avez une ou deux vidéos de 45 minutes ou une heure, une petite heure, on va dire. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas sur un format TikTok, évidemment, mais c'est un peu prendre le temps de revenir sur des chocs tactiques, un peu le format des All Possession. Voilà, comme sur NBA.com, 40-45 minutes de All Possession, mais avec que les possessions intéressantes et un peu de décortiquage tactique. Et certains matchs racontent de belles histoires, mine de rien. Donc, plein de vidéos déjà disponibles sur la chaîne si ça vous intéresse. Et puis de notre côté, on va se retrouver demain pour un nouveau bilan, bien entendu. Et demain, ce seront les Portland Trail Blazers. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.